Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. La team est au complète aujourd'hui avec Vincent et le Pierrot. Ça fait plaisir de vous retrouver, les gars. Vous êtes en forme? Très en forme. Oui, parfait. Ravi de retrouver Anthony pour un épisode passionnant sur le cœur, sujet qu'on n'a pas abordé encore. Et oui, donc ça va être le thème du jour aujourd'hui. On a la chance de recevoir un cardiologue. On te laissera te présenter, Anthony. Donc, on va évoquer le cœur. Comment essayer de faire durer son cœur dans le temps? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, notamment pour les sportifs. Certains disent qu'il faut pas trop en faire car on risque d'avoir des problèmes cardiaques. Les sédentaires, on dit la même chose. Donc, où se trouve le juste milieu? Donc, on va avoir les connaissances d'Anthony qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, au niveau du sommaire, on va vraiment dans une première partie essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement du cœur, essayer de mieux analyser un petit peu son fonctionnement et après on verra vraiment au niveau du sport d'endurance comment ça se passe, les adaptations qu'il va y avoir, est-ce qu'il faut faire attention ou pas. Et en troisième partie, on essaiera peut-être un petit peu de donner des conseils préventifs. Donc Anthony, désolé pour cette introduction un petit peu longue. Je te laisse te présenter tranquillement. Bienvenue sur 1000%. Tu as la parole. Et ben déjà, bonjour à vous trois et surtout merci de m'inviter, de me laisser un peu de temps pour parler de tout ça, un sujet que je pense qui est intéressant et qui intéressera pas mal de sportifs parce que comme vous dites, la cardiologie c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, qui est un peu obscur et on entend des choses vraiment très variées. Donc déjà pour me présenter, donc moi c'est Anthony, j'ai 33 ans, je suis à Annecy, je travaille en tant que cardiologue libéral ici depuis une grosse année maintenant. J'ai fait ma formation de cardiologie, donc initialement en tant qu'externe à Lyon, puis à Toulouse, où j'ai eu une chance très importante pour un cardiologue, c'est de pouvoir faire une double formation, donc de cardiologie classique et une de médecine du sport, qui est souvent assez peu réservée à cette spécialité-là, surtout aux rééducateurs, aux médecins généralistes. Donc j'ai eu cette chance. J'ai fait un an de formation du coup dans ce domaine-là, que ce soit à la clinique universitaire du sport à Toulouse et CIMO aussi à Montpellier, où j'ai fait beaucoup de médecine du sport axée plutôt VO2, peu de ce qui est traumato, plutôt physiologie VO2. Et du coup, c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup et qui est vraiment extrêmement intéressant. Et pour en revenir à ce que vous disiez, on entend beaucoup de choses là-dessus, des vrais, des moins vrais, donc on pourrait un peu en parler. Euh, Par rapport à tout ça, je suis aussi sportif amateur, hein, du dimanche. Je fais pas mal de courses à pied, que ce soit sur route, surtout sur trail, avec une petite préférence sur le long. Euh, voilà, avec quelques ultras quand même très sympathiques du côté de Chamonix, du côté des Pyrénées, à la Saint-Élion, tout ça. Donc voilà, j'ai cette casquette de cardiologue, de médecin du sport plutôt physiologiste et de sportif amateur, mais qui fait quand même du volume en général. Voilà. Et concrètement, les types de patients que tu reçois au cabinet, c'est quoi ton activité clinique? Un cardiologue du sport, on va dire qu'il y a une formation de cardiologue du sport, à moins qu'il bosse dans un CHU très spécialisé, et c'est le cas par exemple à Rennes.
l'activité quand même de cardiologie, elle est quasiment essentiellement constituée de patients malades du cœur. L'activité avec des patients sportifs, elle est quand même minoritaire. Mais ce qu'on voit parmi les sportifs, il y a plus ou moins deux types. Il y a le sportif, quel que soit son niveau, élite, tout à fait amateur, qui vient juste pour un dépistage. Il dit, je fais telle activité, j'ai jamais vu de cardiologue, j'allais devoir un médecin. Et il y a le sportif, idem, élite ou pas élite, qui lui a des symptômes. Mais dans mon activité quotidienne, ça reste quand même une minorité, il faut dire la vérité. Il y a très peu de cardiologues qui font que ça. Il y a aucun cardiologue qui fait que ça. Il y a des médecins du sport qui viennent plutôt de la médecine générale, la rééducation, qui ont un côté plutôt promato, qui font que ça. Mais cardiologie, à part dans les centres très spécialisés, ça, non. Et d'ailleurs, vu que Pierre a posé cette question, on pensait à l'évoquer plus tard, mais est-ce que tu conseilles justement pour les sportifs des dépistages? Moi, typiquement, je prends mon exemple personnel parce qu'on a besoin des fois d'avoir, tu sais, des certificats pour faire des courses. On m'avait fait un électrocardiogramme, mais vite fait, hein, je suis le médecin généraliste. J'avais dit, bah, je fais beaucoup de volume, je fais quand même des courses de longue endurance. J'avais dit, est-ce qu'il faut que je fasse des examens poussés? Et le médecin généraliste m'a dit, non, non, franchement, tout va bien. Toi, c'est quoi ton avis dessus? Est-ce qu'il y a certains cas, je parle pour les gens qui ont aucune douleur, tout va bien, Hmm. mais par contre qui ont un gros volume d'entraînement, peut-être comme des trailers, des cyclistes, des triathlètes. À quel moment tu conseilles ça? Ou même pour peut-être des sports, on le voit malheureusement, il peut y avoir des accidents dans le football, le rugby, il y a parfois des accidents cardiaques. C'est quoi quel est ton conseil pour nos auditeurs? Est-ce qu'il faut se dépister? Quel test faire? On comptait en parler plus tard, mais ça peut être l'occasion d'en parler maintenant. D'accord. Bah déjà, pour commencer, j'ai pas d'avis, je me fie juste à ce qui est recommandé. Donc c'est plus simple pour moi, j'ai pas à me mouiller. C'est que pour les sportifs asymptomatiques, qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire, c'est pas recommandé de faire un test à l'effort. Je parle bien du test à l'effort, celui qu'on appelle enfin, le classique sur un vélo ou sur un tapis de course. Par contre, ce qui est recommandé chez tout sportif, c'est une consultation de non-contre-indication avec un ECG. Ça dépend un peu des fédérations. Certaines, c'est tous les ans, d'autres tous les 2 ans. En théorie, c'est préconisé de faire un ECG tous les 3 ans de mémoire de 12 ans jusqu'à 20 ans. Et ensuite, tous les 5 ans, de 20 ans à 35 ans. Donc ça, par contre, c'est recommandé. L'ECG, il faut l'avoir fait. Ça dépiste un grand nombre de maladies. Par contre, l'épreuve d'effort, là, ça va reposer sur un risque cardiovasculaire couplé à un niveau d'activité physique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un risque cardiovasculaire élevé. Et ce risque, on le mesure avec un score qui s'appelle le score SCORE, hein, c'est tout bête, qui peut se trouver sur Internet, que vous pouvez calculer vous-même d'ailleurs, qui prend en compte plusieurs paramètres. Donc il y a le sexe, il y a l'âge, il y a le caractère tabagique ou non tabagique, il y a la tension artérielle moyenne, il y a le taux de cholestérol. Bref, tout ça donne un score. C'est un score de mortalité cardiovasculaire à 10 ans, qui est de 1%, parce que le risque zéro n'existe pas, à le maximum, je sais pas combien c'est, mais très élevé. À plus de 5%, c'est recommandé de faire un test à l'effort si on fait du sport de haut niveau. Enfin, de haute intensité plutôt, pour être plus précis. En dessous de 5%, le test à l'effort, il n'est pas assez rentable, il sert à rien. Les anomalies qu'on pourrait voir, elles ne seront pas détectées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des footballeurs même connus, des sportifs de haut niveau qui meurent sur un terrain de foot, parce qu'ils ont des maladies cardiaques que le test à l'effort ne permet pas de voir. Et ça, pour le coup, à l'heure actuelle, en 2025, on est encore là, on n'arrivera pas à prévoir un risque, même de mort subite, chez tout le monde. Pas possible. Et Et le est-ce qu'il y a... score, tu l'écris comment juste et après Vincent? SCOR, enfin score, comme le mot Oui, score. il n'y a pas de E, ouais. Maintenant, il y a le score 2, mais il est valable, je crois, chez les gens qui ont plus de, je dois l'avoir dans un document, Chez je l'adulte, crois qu'à quoi. à 35 ans, je crois, la limite pour de mémoire. Hein. Je crois que c'est 35 ans, 40 ans même. C'est à À partir de partir 40, ou à partir de max? 40 ans. De 40 ans jusqu'à plus, c'est un score qui est utile pour qualifier son niveau de risque. Avant 40 ans, c'est pas indiqué. Ok. Pas de test à Vincent? l'effort avant, chez un patient, enfin chez un sportif plutôt asymptomatique. Hmm. Un sportif qui se plaint d'un problème cardiaque plus ou moins large, une douleur, un essoufflement inhabituel, là, il y a enquête. Mais chez des gens comme vous, je suppose, qui vous portez bien, qui faites du sport même à haut niveau, en intensité ou en durée, si pas de symptômes et si faible risque d'après ce score, pas besoin de tester à l'effort. Et toujours le CG pour tout le monde. Ok. On avait reçu Vincent Foulonneau qui établissait le niveau de santé de ses athlètes ou de ses clients en analysant le sommeil et aussi avec des tests à l'effort. Et donc en prévention, qu'est-ce que tu conseilles
Est-ce qu'il y a à partir de certains symptômes pendant notre pratique, ou est-ce qu'on peut avoir une démarche préventive pour aller explorer niveau cardiaque? Pour ce qui est du test à l'effort, il n'y a pas de prévention. Comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de symptômes, s'il n'y a pas de risque cardiovasculaire vraiment important, le test à l'effort sera pas rentable et il n'est pas conseillé parce qu'en fait, pas rentable, coûteux, prise de temps, des rendez-vous assez limités pour les patients qui, eux, en ont vraiment besoin, il ne sera pas conseillé. Si par contre il y a des symptômes, oui, il sera conseillé et même prescrit selon les symptômes, bien sûr. Quels Et sont les après, ta symptômes? question, c'est sur la prévention, ta question? Le mieux à faire pour la prévention? Ouais, la prévention, tu vois, il peut y avoir des anomalies cardiaques. Est-ce qu'il y a des imageries? À quel moment on va explorer tout? Le problème, c'est toujours le rapport entre ce qu'il est dans l'idéal possible de faire et ce qu'on peut vraiment faire. Dans l'idéal, il faudrait faire une IRM cardiaque pour tout le monde. Dans l'idéal. Pour voir les anomalies vraiment très minimes, une petite cicatrice intracardiaque, une malformation. Ce serait entre guillemets l'idéal. Test à l'effort pour tout le monde, IRM pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est impossible. Il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas les. Voilà, c'est impossible. Donc, on trie les patients on trie les patients par leurs symptômes, par leur caractère à risque ou non. Et on trie comme ça, ce qui fait que c'est des patients, enfin c'est des gens, pardon, c'est pas des patients. Comme vous, sans plainte, on va pas aller explorer plus que ça. C'est pas possible de le faire concrètement. Juste une question, le test à l'effort, si moi je suis dans une démarche préventive, est-ce que je peux, si j'ai pas d'ordonnance ni rien, est-ce que je peux prendre un test à l'effort? Comment je payerai de ma poche? Est-ce que c'est possible ça pour les patients? Et deuxième question, moi typiquement, j'ai pas de douleur cardiaque, je me sens bien, tout va bien. Cependant, j'ai mon père, j'ai mon grand-père. Dans ma famille, il y a eu beaucoup d'infarctus. Est-ce que ça, du coup, c'est un facteur de risque alors que je vais bien ou pas particulièrement? Ça compte comme facteur de risque. Ok, Ça compte comme facteur de risque s'ils sont survenus tôt. C'est-à-dire que si l'infarctus s'est produit à 80 ans, ça compte pas. d'accord. Et Donc c'est moins de 55 ans chez un apparenté au premier degré, comme le père ou les frères et sœurs. Et 10 ans plus tard, chez la mère. Moins de 65 ans chez la mère. d'accord, ok. Donc là, par Et après, exemple, si on a son père ou sa mère qui a fait un infarctus ou une insuffisance cardiaque, on va dire, avant 60 ans, du coup, ça donne accès à une analyse plus Ça approfondie. compte, ça compte comme un facteur de risque. C'est un facteur de risque et moi, je vois beaucoup de patients en consultation qui se plaignent de rien, ils sont plus ou moins sportifs ou pas du tout, mais dans leur famille, des problèmes cardiaques. Donc, ils viennent pour dépistage, envoyés par leur généraliste. Et c'est justifié, ne serait-ce que certains, même pour les rassurer. Pour les rassurer, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et pour répondre à la question d'Alexandre, oui, tu peux payer de ta poche pour faire un test à l'effort, mais dans ce cas-là, c'est plutôt les VO2 qui sont choisis. Il y a des centres spécialisés qui font faire des VO2 parce qu'à la fois, il y a l'avantage test à l'effort, il y a l'avantage test à l'effort et l'avantage aussi mesure ventilatoire et information sur les seuils et la performance, qui est utile chez le sportif qui veut s'entraîner ou faire de la compétition. Donc oui, c'est possible de payer pour un test à l'effort. Et ça, les tarifs? Je crois qu'ils sont plus ou moins libres par celui qui les. Comme Oui, c'est au final à pas un acte de la Monaco, Sécu. Monaco-Montpellier, c'est pas le même prix, c'est ça que tu veux dire, oui. Oh, Montpellier, Annecy non attention à ça plus, ça, chiffre. Oui. ça, ça dépend un peu. Ça dépend un peu, mais comme c'est un acte du coup qui a la volonté du sujet, Hmm, il n'est pas remboursé par la Sécu. Donc c'est tarif plus ou moins libre. Mais ça tourne vers les 150 euros en moyenne. d'accord. Mais des kinés ouais, les font, hein. il y en a qui les font. C'est où que Entre j'étais là? 200. J'ai travaillé à une période dans les Hautes-Pyrénées vers Tarbes, à l'hôpital. Et peut-être que des gens me reprendront, il me semble qu'un cabinet de kiné dans le coin, ou de sport santé en tout cas, en faisait. Ok. Et Anthony, le cardiologue, comment il est allé explorer sa santé cardiaque alors? Il l'a pas fait. T'as rien fait? Si, j'ai fait des tests à l'effort sur les vélos, en pédalant, pendant le Covid surtout. C'était confiné à l'hôpital, donc c'était utile. Il a poussé la C'était pas mal, machine. exactement. Mais avec nos copains avec qui on faisait ça, c'était plus pour voir à combien de watts on montait. Mais on n'était pas très inquiets sur les troubles du rythme. Non, concrètement, j'ai fait un ECG dans ma vie, plusieurs fois même. Mais je suis pas après focalisé là-dessus. J'en ai fait un il y a quelques années, il est normal, j'ai pas de symptômes. Non, en fait, le mieux hein, pour un sportif, c'est s'écouter. Je cours régulièrement, j'ai pas de symptômes. Un cœur malade, avant tout, il donne des symptômes quand même.
Et justement, est-ce qu'on peut en parler de ces symptômes-là? Eh C'est oui. peut-être l'occasion. C'est quoi? Carrément. Essoufflement, palpitation? Quel type de douleur aussi? C'est vrai qu'on voit souvent le cœur à gauche. Hmm. Est-ce que la douleur, elle est pas plus justement Ouais, centrale à l'intérieur? Est-ce que tu pourrais justement nous donner ces symptômes, ces différents symptômes? d'accord. Donc en cardiologie, c'est pas très difficile. Il y a 4 grands types de symptômes. On se base sur 4 grands types de symptômes. On va commencer par la douleur thoracique. On va dire que le cas classique, c'est une douleur thoracique qui est pas forcément centrale. Le cœur est plutôt central, avec comment dire, il est plutôt central, un peu dévié sur la gauche. C'est une sorte de cône qui part à gauche. La douleur, elle, le cas typique, c'est une sorte d'oppression thoracique qui prend l'ensemble de la cage thoracique, qui serre. Les patients ils décrivent comme un poids au niveau de la poitrine, quelque chose de lourd qui les compresse. Et parfois, on appelle ça irradie au niveau du cou. La douleur, elle monte dans le cou, dans la mâchoire, dans les bras, parfois dans le dos. Bon, c'est une douleur pesante. Mais il y a des cas particuliers où la douleur est totalement différente. Et les cas les plus marquants, c'est quand même les femmes. La plupart des femmes, euh, c'est elles qui ont les douleurs thoraciques les plus atypiques. Souvent une douleur qui est localisée au niveau du haut du ventre, avec parfois juste des brûlures, parfois des nausées, euh, parfois aucune irradiation dans le bras ou la mâchoire. Ça peut être très atypique. C'est possible aussi que chez les hommes, ce soit atypique également. Mais la femme, c'est un cas vraiment où il faut être vigilant. D'ailleurs, il y avait une étude, je crois que c'était en 2005, plutôt un registre, qui avait calculé le délai moyen d'appel du 15 pour une douleur thoracique chez la femme et une douleur thoracique chez l'homme. Chez l'homme, une douleur thoracique qui survient et l'appel des secours, il y a en moyenne, si je dis pas de bêtises, 80 minutes à peu près. Chez une femme, il y a 120 minutes. Il y a un grand retard de prise en charge pour les femmes et ça mène souvent à des gros problèmes chez elles. Elles sont sous-diagnostiquées sur les douleurs thoraciques. Donc, en résumé, le message clair, c'est douleurs thoraciques, faut se méfier. Il y a un OK. cas typique, mais il y a aussi des formes très variables. Donc, voilà. Et non, c'est pas une douleur à gauche, c'est pas un point, c'est souvent ça sert, quoi. Après, il y a un autre symptôme très fréquent, c'est l'essoufflement, pour globalement 3 mécanismes un peu différents. C'est-à-dire que le cœur, c'est une pompe qui envoie le sang dans l'organisme. Et il y a le cas de figure où le cœur ne pompe pas assez, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc les muscles périphériques vont pas être assez irrigués en sang et en oxygène. Ils vont faire de l'acide lactique, entre guillemets. Les tissus vont souffrir, acide lactique, toute la réaction chimique qui aboutit au CO2 et à l'hyperventilation, donc l'essoufflement. Donc ça, c'est le premier cas, quand le cœur bat moins bien. Il y a quand le cœur bat bien, mais dû à des problèmes de valves. Peut-être qu'il faut que je parle un peu des valves cardiaques. Le cœur, en fait, c'est des cavités séparées par des valves qui sont, qui sont hermétiques et qui empêchent le sang, lors de la contraction, de refluer en arrière, vers les poumons. Parfois, ces valves, elles sont fuyantes, ce qui fait que ça engendre aussi de l'essoufflement. Et l'autre cas, chez les gens plus âgés, c'est avec le temps, le cœur se remplit moins bien, il devient rigide, ce qui fait que le sang aussi pénètre moins dans le cœur et a tendance également à refluer dans les poumons, ce qui entraîne aussi l'essoufflement. Donc voilà, essoufflement également, même s'il y a plein de causes autres, notamment dans le cas le plus fréquent des muscles, on va dire, pas s'adapter à l'effort qu'on leur demande, c'est aussi un point d'appel d'une cause cardiaque. Donc voilà, drapeau rouge aussi sur l'essoufflement. Comme vous l'avez dit, il y a les palpitations. Les palpitations, c'est le ressenti anormal des battements du cœur, que ce soit dans leur vitesse, dans l'irrégularité ou la puissance. Des fois, on sent le cœur qui tape très fort. Là, il y a plein de causes à ça, hein. Il y a les causes qui sont dues au cœur, des maladies du courant électrique qui le traversent, hein, multiples et variées. Et il y a aussi plein de causes qui sont pas dues au cœur, et c'est souvent en fait la majorité. C'est-à-dire, ça peut être dû à ce qu'on mange, c'est-à-dire que le café, les boissons énergétiques, certaines drogues, tout ça, font des palpitations. Certaines maladies qu'on appelle extracardiaques, comme les pathologies de la thyroïde, l'anémie, les infections, la fièvre, donnent des palpitations. Et parfois, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde, surtout les sportifs, c'est tout ce qui est l'influence du système nerveux autonome, le neurovégétatif. On a 2 types de systèmes nerveux autonomes, le orthosympathique et le parasympathique. Et chez les gens un peu stressés qui ont un système nerveux orthosympathique un peu hyperactif, on peut palpiter sans que le cœur soit malade, quoi. Mais palpitation peut aussi être une cause cardiaque, donc également à prendre en compte. Et enfin, il y a le cas du malaise, la perte de connaissance, qui est une forme aussi
de dysfonctionnement du circuit cardiaque qui parcourt le cœur. Donc, aussi un cas à écouter. Donc, en gros, les quatre symptômes, c'est la douleur, l'essoufflement, les palpitations et les pertes de connaissance. On entend souvent tu sais, le bras gauche qui pourrait être irradié en cas d'infarctus ou de crise cardiaque. Est-ce que c'est Ouais. vrai ou... Ouais, ce que j'ai dit un peu avant, là, c'est ça. La douleur thoracique typique, elle serre, elle irradie la mâchoire, le cou, le bras gauche. C'est le cas typique. Et là, on parle de cœur qui est un petit peu en difficulté, mais c'est quoi un cœur qui va bien justement? Est-ce que tu pourrais expliquer le fonctionnement du cœur? C'est vrai qu'on l'a pas encore évoqué, mais comment ça fonctionne et justement à quoi on peut repérer un cœur en bonne santé? D'accord. Un cœur qui bat bien, je vais le définir assez simplement. C'est un cœur qui joue son rôle de pompe, c'est-à-dire qui envoie suffisamment d'énergie, d'oxygène au tissu périphérique et qui fait ça sans donner de symptômes, ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Ça, c'est un cœur qui va bien. C'est-à-dire que il y en a qui s'inquiètent, docteur, j'ai un cœur qui est à 45, des sportifs par exemple. On leur demande, est-ce que vous avez des symptômes, monsieur ou madame? S'ils n'ont pas de symptômes, c'est qu'en fait leur cœur est adapté à fonctionner ainsi. Soit parce qu'il a un plus gros volume d'éjection, faut qu'il a à battre moins vite, soit parce que ses tissus périphériques, notamment ses muscles, ont une meilleure capacité à extraire l'oxygène du sang qu'il reçoit, donc besoin aussi d'un débit cardiaque euh, pas forcément plus élevé, une fréquence cardiaque plus rapide. Voilà, un cœur qui bat bien, en résumé, il remplit bien son rôle. Et pour savoir si on a un cœur en bonne santé, il y a quelques paramètres intéressants, notamment la variation de la fréquence cardiaque. Je pense que c'est un sujet qui vous parle. Et maintenant, c'est un sujet qui est déjà un peu ancien, il date peut-être d'il y a plus de 50, 60 ans, mais qui est bien démocratisé maintenant avec les montres connectées, les cardiofréquencemètres. En gros, pour faire simple, disons qu'un cœur bat à 60 par minute. En moyenne, c'est un battement par seconde. On est d'accord jusque-là. Mais entre chaque battement, en réalité, il n'y a pas une seconde. Ça va se jouer à des millisecondes près. Et ça, maintenant, le matériel qu'on a est capable de détecter ces variations. Et plus ces variations entre deux battements sont élevées, plus c'est un reflet d'un cœur en bonne santé. C'est-à-dire que c'est un cœur qui est en permanence dans une balance entre les deux systèmes végétatifs, à savoir l'orthosympathique et le parasympathique. C'est un environnement sain, quoi. Il passe d'un système à l'autre et c'est un facteur de bon pronostic. Là, il n'y a pas vraiment de norme individuelle, c'est-à-dire que sur une valeur brute, il n'y a pas vraiment de norme qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. On retient souvent entre 30 et 50 millisecondes. Souvent c'est marqué sur les montres. Mais ce qui est important, en fait, c'est la chronologie dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement regarder cette valeur, voir comment elle évolue. Si elle est toujours à un niveau assez stable et que d'un coup elle décroît, ça peut être signe d'un stress, signe d'un surentraînement, signe d'une fatigue généralisée, voilà, d'une cause après X ou Y, une carence alimentaire, une carence en micronutriments, voilà. Mais Manque de c'est un... sommeil. Exactement. Le sommeil, ah oui, le sommeil est hyper important, bien sûr. Donc ça, c'est un paramètre très intéressant à prendre en compte si on a bien sûr les moyens de le calculer correctement. Et du coup, c'est une valeur qui est intra-personnelle en fait. C'est plutôt Exactement. la variation de notre Exactement, t'as tout variation. compris. T'as tout compris. Il y a quand même des valeurs, voilà, assez, mais qui sont assez larges. Il y en a qui auront 30, qui seront en bonne santé, entre guillemets, parce qu'elle sera stable à 30, d'autres qui seront à 70. Mais l'important, c'est regarder s'il n'y a pas une cassure Ok. dans cette courbe au quotidien, voilà. Parce C'est que ça qui est important. dernièrement, j'ai vu un pote à moi, parce que moi, je suis autour de 50-60, tu vois. Ouais. Et j'ai vu un De VFC, ouais, de variation de à peu fréquence, près ok. par là, tu vois. Ouais. Et là, j'ai vu un pote, il était à 80, entre 80, 100. Et je me suis demandé d'ailleurs, est-ce que c'est un mec qui va vivre jusqu'à 120 ans ou est-ce que c'est juste sa norme à lui et tu vois. Bon, je pense pas qu'il y ait d'études, à ma connaissance, en tout cas, il n'y en a pas, qui ont fait le lien entre avoir une variation de fréquence très élevée et vivre très vieux. Surtout que vivre très vieux, ça dépend de plein de paramètres. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il est correctement innervé d'un point de vue neurovégétatif. Et c'est plutôt bon signe dans ce qu'on sait sur la santé. Ok. Oui, donc tu fais quand même la corrélation entre une valeur élevée et quelque chose de positif. Malgré tout. Ouais. Et alors, ton avis sur la fiabilité de la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque? C'est le problème. Avec les ceintures, cardio-fréquence-mètre, j'ai un avis plutôt positif. Avec les montres qui utilisent la PPG, là, la photoplétismographie de mémoire, avis plus mitigé quand même.
quand on connaît le type de la technique et comment elle fonctionne, sur quoi elle repose, un peu mitigé, mais toujours pareil, ça donne quand même des tendances. Hmm. Et Mais il faut donc, quand même rester assez prudent. critique avec les valeurs données par les montres. La Parce qu'en fait, question, là, c'est ouais, est-ce que toi, tu regardes ta VFC sur la Garmin? non, Ok. non. Tu viens de Tu briser regardes, beaucoup tu la de. Ah ouais. regardes beaucoup de... Non, mais Mais c'est je bien, connais c'est plein de gens bien. qui. Ah ouais. En fait, après, il faut pas prendre mon cas pour une généralité. Moi, je suis pas très inquiet sur ma santé. Et je suis plutôt à l'écoute des sensations plutôt que de la métrique. C'est mon, c'est mon avis. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais par exemple, déjà, avec ma montre, enfin, je dors pas avec. J'arrive pas. Je dors sans montre. Donc déjà, ça m'enlève une partie de la journée au niveau des infos et sur le sommeil aussi. Mais voilà, je suis assez critique sur la valeur des fréquences cardiaques avec la montre. Il y a pas mal de paramètres qui font que ça peut être perturbé, même si en fait, quand on regarde sur le temps, c'est toujours pareil. Ça donne quand même une tendance assez intéressante. Mais moi, personnellement, je ne regarde pas ça. Est-ce il y a d'autres marqueurs qui peuvent être intéressants justement pour un cœur en bonne santé? Est-ce que notamment on peut faire peut-être une prise de sang? Est-ce qu'il peut y avoir des liens entre les deux? Et aussi, est-ce qu'il y a cette image de plus le cœur bat lentement au repos, mais en meilleure santé notre cœur? Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la vérité? D'accord. Donc, pour la première question, des marqueurs de cœur en bonne santé sanguin, j'ai envie de dire pas réellement. Il y a des marqueurs qu'on dose en cas de problème pour voir si le cœur est en mauvaise santé plutôt. C'est plus dans ce sens-là. Des marqueurs sanguins, là, chez quelqu'un qui va bien pour voir s'il est en bonne santé, non, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. Et quel marqueur du coup tu vas aller chercher peut-être s'il y a un problème cardiaque? Par exemple, bon, s'il y a une douleur thoracique, suspicion d'infarctus, on dose ce qu'on appelle la troponine. Je suppose que ça vous parle. Oui. C'est une enzyme cardiaque qui est contenue dans les Un tissu. cardiomyocytes, donc les cellules cardiaques, qui lorsque celles-ci nécrosent, dans le cas d'un infarctus, sont libérées dans le sang et on les dose. En résumé, quelqu'un vient, aïe, douleur thoracique, j'ai mal docteur, prise de sang, on dose. Si on voit que le taux est normal, c'est pas dû à une nécrose cardiaque, sinon le taux serait très élevé. Il est élevé, on va plus loin dans l'enquête. Mais Ça, c'est un des marqueurs. ça reste pas de façon infinie cette enzyme. Hmm. Elle a une durée Non, quand même de demi-vie. ouais, elle a une décroissance assez longue quand même. Elle revient pas à zéro assez rapidement. Donc pareil, on dose des cinétiques. Le patient va aux urgences, il a une douleur thoracique aiguë qui Ah persiste. oui. Il y va, on lui dose par exemple à l'entrée, à H1, à H3, on voit comment ça évolue. Si C'est la c'est en variation. plateau, exactement, toujours pareil. Il y a quand même des cut-offs, mais l'important c'est toujours pareil, c'est la variation. Ça, c'est pour la douleur thoracique. Pour l'essoufflement, il y a un autre marqueur, ça s'appelle le BNP ou NT-proBNP, c'est pareil. S'il est bas, ça va contre un essoufflement de cause cardiaque. S'il est élevé, c'est possiblement de cause cardiaque. Voilà, ça, c'est des marqueurs biologiques pour le cœur dans des contextes de symptômes. Pardon, mais je pense que il y avait Pams qui avait une deuxième question. Je sais plus laquelle c'était. Non, moi, c'était par rapport à la légende on a le Ah cœur oui. qui bat faiblement au repos. Est-ce que c'est un facteur de bonne santé cardiaque ou pas? Pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, un cœur qui marche bien, c'est un cœur qui assure la bonne irrigation de l'organisme par rapport à ses besoins. Donc là, on arrive Cette dans... réponse de politicien, Ouais, Anthony. non mais là, justement, là, on va revenir à deux points différents. C'est-à-dire que soit il bat lentement, mais il y a des symptômes. C'est-à-dire que le patient, il se lève rapidement de sa chaise, il a des vertiges. Là, non, il bat lentement, mais c'est pas bien pour le coup, c'est pas adapté. Tu Hmm. devrais pas faire ça. Là, non. Par contre, c'est le sportif qui bat lentement, mais qui est à 35 par minute ou à 40, mais qui se lève, il court, il a pas de symptômes. Oui, c'est un marqueur quand même de bonne santé cardiaque et en général de l'organisme. Parce qu'un cœur qui bat lentement, en gros, c'est un cœur qui a été entraîné à ça, qui a un plus gros volume, c'est-à-dire qu'il a été sous contrainte physique de l'entraînement de façon assez prolongée. Il s'est, entre guillemets, distendu, il éjecte plus de volume sanguin à chaque battement, donc a moins besoin, entre guillemets, de battements par minute pour assurer un débit adapté. En plus de ça, l'activité physique, ça renforce, ça stimule le système nerveux parasympathique, qui lui a la capacité, la fonction en tout cas, de ralentir le cœur. Ça rend le cœur plus lent. Ces gens-là ont un tonus parasympathique beaucoup plus élevé qui les rend donc au repos beaucoup plus bas. Et enfin, également, l'activité physique, la bonne santé en général, fait que le muscle périphérique, le muscle strié, il a une meilleure capacité d'extraction de l'oxygène du sang qui passe au sein de ce muscle.
Donc pareil, le cœur a besoin de moins travailler pour fournir de l'énergie de façon adéquate. Donc oui, battre lentement, c'est plutôt signe de bonne santé quand ça n'entraîne pas de symptômes. Sinon, c'est la pile, le Hmm. pacemaker, quoi. Et est-ce que cette légende je sais plus quel nombre c'était, mais est-ce qu'on a un nombre de battements de cœur limité? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une légende aussi pareil? C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Je sais plus exactement combien de battements on aurait dans une vie et qu'à la fin notre cœur Ah, dans arrêterait. une vie. Oui, dans Ah, une dans vie, une je vie. parle. Oui, oui, C'est une légende. c'est une Pour légende. moi, il y a rien enfin, je connais rien qui parle de ça. Non, on n'a pas, c'est pas comme l'iPhone et l'obsolescence programmée, quoi. Je veux dire, non, non, il n'y a pas de, Donc il je faut pense pas pas qu'il y a un être. nombre de battements. Non, 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 je pense pas qu'il y a un nombre de battements. Donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais plus on va faire de sport, et peut-être que sur l'instant, on va donc augmenter fortement sa fréquence cardiaque, mais sur le long Hmm, terme, on va en fait la baisser au quotidien. C'est ça un petit oui, peu l'avantage du sport. ouais. En moyenne, entre un sujet sédentaire à âge égal, actif, sportif ou alors sédentaire, il y a entre 5 et 15 battements de différence. En moins pour le patient, enfin pour le patient, pour le sportif, il fait du sport. Donc oui, oui, ça réduit la fréquence cardiaque Ok. de repos. Et vous avez peut-être une question. Vas-y, Vincent. Ouais, sur l'activité physique, c'est en fait la plage cardiaque qui est importante entre ta fréquence de repos et ta fréquence maximale. L'entraînement va avoir un impact sur ta fréquence de repos, mais très peu sur ta fréquence max, non, c'est ça? Exactement. Le sport fait diminuer très peu la fréquence max. En moyenne, c'est 2 à 3 battements. Augmenter. Non, ça la fait baisser. Ah ouais, ok. Ouais, la max. Ça la fait baisser, tout comme ça fait baisser celle de repos. Ok. Et du coup, le delta est quand même augmenté. Parce que la basse, enfin, la fréquence de repos basale diminue plus que la max. Donc le delta est quand même augmenté, mais ça reste sensible de l'ordre de 10 battements. Ok, j'aurais pensé il y avait une progression de la fréquence Non, max. non, la fréquence cardiaque max, elle diminue. De toute façon, avec l'âge, elle diminue. Mais Elle diminue avec l'âge. cette formule, elle est fausse quand même. C'est quoi, 222 moins l'âge, tout ça. Après ça, c'est vraiment génétique, non, quand même, la fréquence. Enfin, il y a une grosse partie Mais génétique dessus, non? t'as tout compris. La fréquence cardiaque max, c'est génétique. On a tous en nous un pacemaker naturel dans le cœur qui stimule. Et lui, il a une limite. Il n'arrive pas à dépasser chez tout le monde. Et avec l'âge, il devient fainéant et il perd un peu en vitesse. Donc en moyenne, un par an, si on suit la formule. Et cette formule, comment dire, faut comprendre d'où elle vient. Elle a été créée dans les années 50 par deux Suédois de mémoire qui ont analysé une centaine de jeunes hommes sportifs de, je crois, 35 ans environ en moyenne. Et ils ont extrapolé en disant qu'en moyenne, chez ces 100 sportifs, la fréquence maximale qu'ils arrivent à atteindre, c'est 220 mois l'âge. Mais du coup, c'est pas une valeur qu'on peut extrapoler à tous les gens, quoi. Déjà, c'était que des jeunes, enfin, en fait, c'est nous, c'est des jeunes sportifs, 35 ans en bonne santé. Mais c'est pas valable chez les gens âgés, c'est pas valable chez les gens plus jeunes, du coup, c'est pas valable chez les femmes, c'est pas valable chez les non-sportifs. Et surtout, j'ai vu le papier là-dessus, c'est des points répartis partout sur un graphique et la courbe qui passe au milieu, mais il y avait une variation interindividuelle extrêmement importante. Donc 220 mois l'âge, faut pas trop en faire qu'un. Et juste pour compléter, est-ce qu'il y a un lien entre une fréquence cardiaque max élevée et des capacités entre guillemets plus élevées, ou est-ce que c'est complètement faux? On peut très bien être très performant avec une fréquence cardiaque maximale plutôt, enfin, assez faible par rapport à d'autres. Ou est-ce que Bah, c'est quand même un disons, vecteur pour toi de performance? il faut comprendre que la performance, c'est comme un engrenage. Il y a plein de choses qui rentrent dedans et la fréquence cardiaque max, c'est une partie de l'engrenage. C'est-à-dire que si on a la capacité de monter haut dans les tours, c'est un avantage quand même. C'est un avantage. C'est-à-dire que, admettons, on bat à 180 et le cœur plafonne, on n'arrive pas à monter plus haut. Si on avait pu monter de 10 battements, on aurait pu alimenter davantage l'organisme. Donc, c'est toujours un avantage. Mais après, souvent, c'est pas le cœur qui est limitant, en fait. C'est pas le cœur qui va Hmm. limiter, c'est plus le muscle périphérique qui va limiter dans la performance. Donc, théoriquement, oui, monter en fréquence cardiaque plus haut, c'est un avantage. Mais concrètement, je suis pas sûr que ça ait des conséquences vraiment importantes sur la performance au final. Comme tu disais, est-ce qu'on peut se dire que d'augmenter de 10 battements par minute sa fréquence cardiaque max,
c'est gagner 10-15% en performance et pas 50%. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la qualité Ah, des transporteurs d'oxygène, il y ouais, il y a plein de a choses. l'efficience musculaire, il y a Mhm. l'entraînement, il y a la nutrition le jour J, il y a le sommeil, tout un tas de Mhm. paramètres qui fait que. Mhm. euh, Bah, pour être exact, c'est une question que je me suis pas posée, simplement parce qu'en fait, on peut pas monter sa fréquence max. On choisit pas. On choisit pas de monter en. Voilà. Le mieux, c'est faire un test de terrain, un test Cooper sur un terrain ou alors FTP sur un vélo, voir à combien on plafonne. Et théoriquement, on n'ira pas plus haut. Pas moyen de la repousser. Donc, mais théoriquement, si le cœur est limitant dans la performance et qu'on pouvait possiblement repousser cette limite vers le haut, oui, on gagnerait en performance. En pourcentage, je sais pas combien, mais oui, ce serait plutôt utile. Et est-ce qu'on a un axe d'amélioration de notre fréquence maximale ou de notre santé cardiovasculaire quand on est jeune? Est-ce que si on est sportif, jeune, est-ce qu'on potentialise en fait notre cœur sur le long terme? Oui, comment dire? J'ai envie de Là, te t'as pas fait dire une réponse que de politicien, là. Ça a été assez clair. j'ai- là, oui, j'essaie de réfléchir un peu, mais je pense que plus on commence tôt l'activité physique et qu'on la poursuit régulièrement toute la vie, plus c'est bon signe parce qu'en fait, en parallèle de la performance, il va y avoir des actions positives sur les muscles, sur les vaisseaux, sur, euh, sur les hormones, sur le foie. Enfin voilà, l'activité physique, c'est vraiment général pour la santé. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. En sachant que, comme vous le savez, hein, si on arrête l'activité physique pendant 6 mois, on revient à son taux de base génétique, quoi. Donc, commencer tôt, c'est important, mais il faut garder l'activité régulière aussi. Euh, tu penses pas qu'on crée une sorte de capital euh, qui sera très déterminant pour la suite de la vie, le fait de faire une activité physique aérobique jeune? Je sais pas, je sais pas. Vous êtes de Marseille? Non, on Et est du comment, sud. ouais, moi Et j'habite à que Marseille. toi? Regarde, Samir Nasri, c'est pas ça, quoi. Je sais pas si tu vois un peu, il a fait du sport toute sa vie à haute intensité, et malgré tout, à l'arrêt du sport, il a appris énormément de Et kilos. Enfin, il aimait la night après, je pense aussi. ouais, Ouais, mais exactement, mais non, tout ça pour dire que mais Samir, après, être, à tout si tu nous moment, en écoutes, 6 mois, Samir. à tout moment, en 6 mois, il revient et il nous massacre aussi, hein. oui, exactement, mais tout ça pour dire qu'on peut faire de l'activité, voilà, à haut niveau pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, arrêter l'activité depuis 2, 3 ans, et d'un coup, malgré tout ce qu'on a fait de bien au quotidien, tous les jours, des heures et des heures, tout perdre. Mais Prendre du poids, avoir des risques de diabète, d'hypertension. Donc, il y a peut-être un capital qui s'installe, mais c'est pas acquis, quoi. La santé, c'est jamais acquis, quoi. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu consultes des enfants et quels sont les conseils que tu donnerais aux parents qui nous écoutent? À quel moment intégrer des entraînements cardiovasculaires, tu vois? Quelle est la progression? Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? Voilà. Ouais. Je consulte pas d'enfants. Je suis pas spécialisé là-dedans. Maintenant, voilà, c'est une spécialité. J'en vois certains, mais voilà, je suis pas spécialisé des enfants. Je les vois pour des cas vraiment, comme on a vu tout à l'heure, Ça dépistage va. dans des cas familiales. Papa a une maladie génétique. Voilà, bon, dans ces cas-là. Après, j'en vois relativement peu et encore moins pour la prévention. Mais ce que je pourrais faire passer comme message relativement important, c'est même les douleurs thoraciques chez un enfant à l'effort, il faut s'inquiéter. Parce que on a parlé de l'infarctus tout à l'heure, les artères qui se bouchent. C'est pas le cas chez un enfant, ça se produit pas vraiment. Mais il peut y avoir des maladies cardiaques qui donnent des douleurs thoraciques et qui sont congénitales, qui sont acquises, enfin qui sont congénitales, pardon, qui sont de naissance. Donc il faut être vigilant quand même aux symptômes de l'enfant. C'est rare, mais ça peut être cardiaque aussi. Et bien sûr, après, c'est des conseils, ça, pour le coup, de santé publique. Manger, bouger, quoi. Donc oui, tout enfant doit bouger et il n'y a pas de truc particulier chez l'enfant à préconiser, quoi. Déjà, un enfant qui court dans la récréation, qui passe pas son temps sur le smartphone, c'est déjà une bonne chose pour la suite, quoi. 3 ans, il fait le ventoux, tranquille. Vas-y, Pierrot. Ah, voilà. Non, mais effectivement, il y a plus de risques. La sédentarité pose plus de risques que de faire courir un enfant toute une journée. Ah, hmm. Est-ce que de faire du fractionné à un enfant, est-ce que ça peut poser problème? Je vais un peu dans l'extrême, mais faire 10 fois 400 à un enfant de 7 ans, tu vois, est-ce que ça. Bon, Au c'est niveau sûr, cardiaque, sous au niveau canicule, cardiaque, oui, mais bon. au niveau cardiaque, je dirais non. Ok. Il n'y a pas de raison. Après, je suis pas expert dans le domaine de l'enfant, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a rien qui est sorti en étude qui montre que du sport intense chez l'enfant, c'est
c'est mal. C'est trop Mais par solide un contre, enfant de toute façon. Toujours une notion de exact, progressivité, de toute façon, hein. ouais, Et oui, exactement. mais oui. C'est sûr, Par sous la contre, ce qu'il faut faire, canicule, faire du 10 x 400, Et c'est puis peut-être s'il a pas jamais le. ouais, rien fait, le petit, et tout Oui, sur l'ordi, oui, tu le prends, tu fais on fait 10 fois ouais. 400 plein soleil, il va Ah clamser non, en fait. Alex, il a tout dit. Être progressif. De toute façon, on voit hein, là, en ce moment à Cham, là, il y a des courses importantes. Là, il y a des enfants qui courent maintenant. Il y a des courses pour enfants. Ils sont entraînés. Ils ont des coachs. Ça devient pro même chez les jeunes maintenant. Par contre, ce qui est très très important, il faut être très vigilant. C'est c'est au niveau des apports en énergie chez l'enfant, quoi. Dans le sens où ils sont en pleine croissance et les mettre trop dans le rouge sans combler leurs dépenses, ça peut avoir de graves conséquences sur leur puberté, sur leur croissance, sur leur santé mentale. Euh, Mm. Là récemment, je travaillais sur un sujet, là, le REDES, ça vous parle sûrement, c'est le Oui, ce que bien j'allais sûr. dire. déficit d'énergie et c'est extrêmement fréquent chez les jeunes, surtout chez les filles qui font des sports esthétiques avec des contraintes sociales, mais chez les enfants qui font du gros volume. Chez un sujet âgé comme nous, déjà entre guillemets conçu, on va être fatigué, irritable, des problèmes, voilà, X et Y. Chez les enfants, ça peut quand même être plus grave, je pense, au niveau de leur construction physique. Tout en rappelant que je suis pas expert en enfants, mais Ouais, bien sûr. pour enfin pour parler de ce sujet-là, je trouve ça intéressant à évoquer parce que voilà, les enfants qui ont le projet Mbappé pour leurs enfants, il faut qu'ils soient assez vigilants là-dessus quand même. Et puis ils ont pas la conscience aussi que nous on peut avoir en tant qu'adultes. Parfois ils Ouais, vont pas oser dire non, ou ils vont peut-être pas sentir exactement la ouais. fatigue arriver. Ah mais À quel moment on met le cadre, tu hmm, vois? ouais. Ah, moi, je suis partisan de dire que ce sera toujours la faute de l'adulte qui l'encourage. Il n'y a jamais un enfant, je pense, qui va à 8 ans dire je vais me faire un fractionné 6 fois 1000 mètres, quoi. À moins qu'il soit extrêmement ambitieux, mais il y a souvent derrière un parent un peu ambitieux aussi, un coach, voilà. Donc, non, c'est aux adultes de former surtout, enfin, d'expliquer tout ça pour que ils aillent le dire aux enfants, enfin, ils aillent faire progresser l'enfant dans de bonnes conditions. Je pense pas qu'il faille faire passer des messages aux enfants directement en disant fractionnez pas à cette allure, quoi. Donc, Moi, juste je le me fais Ouais. un- REDES, comme on l'évoque, c'est un syndrome énergétique, de carence énergétique, de déficit énergétique lié à l'activité physique, c'est ça? Et donc, il y a Voilà, une. relatif. Oui, Relatif. C'est-à-dire que même si tu manges 5000 kilocalories par jour, mais t'en dépenses 6000, oui. tu seras en déficit relatif. Mais c'est quelque chose de chronique. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'effet le lendemain, enfin, tu auras peut-être faim à la journée, mais tu n'auras pas d'effet sur le long terme. Par contre, sur le long terme, tu auras des fragilités osseuses, des problèmes. Ça touche de mémoire 4 fois plus les femmes, qui peuvent avoir des problèmes hormonaux importants avec retard de règles, infertilité. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important sur le long terme à bien prendre en compte, et surtout chez l'enfant, ouais. C'est les Et jeunes en général. je sais pas si vous avez encore une question, les gars, sur le fonctionnement du cœur ou quoi, mais vu qu'on parle d'endurance, peut-être on pourrait enchaîner sur la suite. Vas-y, Juste, je dirais Vincent. un petit Vas-y, truc sur. vas-y. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les cardiomyocytes? On en a parlé. C'est des cellules musculaires, mais qui sont très spécifiques, liées au cœur. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les caractéristiques de ces cellules musculaires du cœur? Je crois qu'il y avait beaucoup de mitochondries aussi. C'était là où il y avait le plus de mitochondries euh, dans le corps. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur ça ou pas du tout? Les spécificités particulières des cardiomyocytes par rapport aux myocytes normales, déjà je peux citer qu'elles apprécient fortement le lactate. C'est une source d'énergie pour elles qui est importante, ce qui veut dire que quand on fait un effort en seuil avec création de lactique, elles savent l'utiliser et en faire de l'énergie. Elles ont la compétence aussi de se dépolariser, entre guillemets, pour parler un peu spécifiquement, avec le courant électrique qui les traverse. Donc elles se contractent toutes seules, elles sont autonomes. Et après, au niveau de leur filière énergétique, ouais, elles ont beaucoup de mitochondries. Euh, et elles sont globalement toujours bien alimentées en oxygène, quoi. C'est elles les premières à recevoir l'oxygène de l'organisme. Le corps éjecte, ça part dans l'aorte. Les premières branches de l'aorte, c'est les coronaires qui vont les irriguer de préférence. Donc, à moins qu'il y ait un problème dans le débit cardiaque ou dans les coronaires, à savoir une plaque, une malformation, elles sont toujours bien, bien alimentées. Il y a rarement de douleur cardiaque à l'effort due au myocyte, quoi, au cardiomyocyte. Ok. Et juste, je me permets de rebondir, vu qu'on a évoqué l'enfant, est-ce qu'on pourrait aussi évoquer peut-être les personnes âgées? Parce que c'est vrai que
Ça peut être aussi une population à risque. Quel est ton discours vis-à-vis de ça? Quelqu'un de, je sais pas, 65, 70 ans, qui a jamais fait trop d'activité physique, qui se dit, il écoute peut-être le podcast aujourd'hui, on le félicite, il Hmm. veut se mettre au On le sport salue. parce qu'il sait que ça lui fait du bien. Est-ce qu'il doit faire un bilan d'abord? Est-ce que, toujours pareil, cette progressivité, d'abord faire de la basse intensité? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là ou de carrément pas faire de sport? C'est quoi ton discours? Bah, c'est une très bonne question. Parce que du coup, ça, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de quel était mon type de patient dans la journée. C'est ça, globalement. C'est les gens âgés. Et en cardiologie, âgés, 65 ans, on est gentil encore. La moyenne d'âge, c'est plus 70, 75. Donc, moi, pour tous les patients, mon conseil, c'est l'activité. Avant tout, c'est le meilleur des médicaments. C'est ce qui éloigne le plus le médecin, c'est l'activité physique. Donc ça, pour tous les patients, je leur conseille. Après, de façon mesurée. C'est-à-dire que déjà, on parlait de test à l'effort tout à l'heure. Eux, pour le coup, ce sera indiqué chez eux. Parce que si on prend la grille score, c'est-à-dire on prend en compte l'âge, euh, le sexe, tout ça, les antécédents, les facteurs de risque, souvent ils sont à plus de 5%. Donc ces gens-là, avant de reprendre l'activité physique, oui, on programme un test à l'effort. Ça par contre, c'est indiqué. Et pour tous les patients, le sport, c'est positif parce qu'avec l'âge, il y a une fonte musculaire qui est hyper importante. Peut-être que vous savez aussi bien quoi, mais on doit perdre combien de sa masse musculaire par chaque année quand on est âgé, je crois, entre 2 et 4%, il me semble, de mémoire, chaque année, après 60 ans. Donc si on veut la maintenir, il faut faire de l'activité et bien manger surtout, des protéines. Mais t'as pas peur de les faire exploser au test à l'effort? Moi, j'aurais peur qu'il y ait un patient qui me fasse un malaise. Je suppose que ça doit arriver. Et ben il Euh, vaut mieux qu'ils explosent chez nous que dehors, en fait, c'est ce qu'on se dit, pour le coup. ouais. C'est ça le raisonnement. On les pousse au max pour savoir si chez eux, quand ils vont sortir tout seuls, au max, c'est raisonnable. Si on voit des symptômes ou des anomalies électriques qui apparaissent au maximum de l'effort, selon ce que c'est, on traite, on agit, quoi. Mais c'est Non, vrai c'est le qu'on, but, ouais. c'est faire un effort maximum chez des gens qui n'en font pas Eh oui. habituellement, de Mm. façon encadrée. Faut mieux le faire le malaise avec un médecin, une infirmière, un charlot de réanimation, que seul dans les bois, quoi. Donc c'est le but, justement. Et après, ton discours, justement, peut-être que des gens vont nous écouter je pense que 75 ans, il n'y a peut-être pas trop d'auditeurs. D'ailleurs, dites-nous si vous avez peut-être 70 ans, 75 ans. D'ailleurs, dites-nous aussi votre âge. C'est l'occasion de connaître un peu plus notre auditoire. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en termes d'activité physique? On fait quoi? On fait plutôt du vélo, de la marche, ce type de sport. Euh, on commence avec des séances courtes à basse intensité. Après, on continue sur de la basse intensité, mais en allongeant tout doucement. On va pas chercher de la haute intensité. Est-ce qu'il peut y avoir aussi de l'intérêt à faire de la haute intensité pour ces gens-là? On a vu notamment JB Morin qui avait dit de faire même du sprint pour les personnes âgées plus lui dans un mécanisme de renforcement musculaire. Il dit que c'était un super exercice. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ça va dépendre du profil du patient et ce qu'il recherche. Si le but du patient, c'est faire ses actes de la vie quotidienne sans symptômes, sans essoufflement, je lui conseillerais plutôt de travailler au niveau la deuxième, en zone 2 quoi, pour parler comme ça, en zone 2. C'est-à-dire habituer l'organisme à travailler sur une filière qui lui permet de faire ses efforts de basse intensité au quotidien, c'est-à-dire aller prendre son pain, promener son chien, monter l'escalier. Voilà. Après, JB Morin a tout à fait raison. Pour travailler la puissance musculaire, la dynamique, l'explosivité, la réactivité, voilà, il faut faire du sprint, travailler en zone de fréquence cardiaque élevée. Mais moi, chez mes patients de 80 ans, ce que je leur conseille, ce que je leur demande, c'est de marcher régulièrement ou faire du vélo, peu importe, ils sont capables. Après, avec les âges, ça dépend un peu, mais surtout marcher. Mais le but numéro un, c'est de rentrer dans l'inconfort. Il faut à minima être essoufflé. Je leur dis que l'essoufflement, ils me disent en fait, ils me disent ça. Ils me disent, docteur, moi, je marche dans la rue, je suis essoufflé, donc du coup, j'y vais plus, je marche plus. Je leur dis, mais vous savez, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Si dès que vous vous essoufflez, vous vous arrêtez de marcher, ça va aller qu'en empirant. En fait, le corps, il s'adapte. Un muscle, c'est coûteux en énergie, donc s'il ne sert à rien, il le supprime. À l'inverse, s'il fait un effort et qu'il voit qu'il y a de l'essoufflement, le corps, il réagit, il y a des signaux qui vont lui dire, oula, il te manque quand même pas mal d'ouvriers pour travailler là, on va créer du muscle. Tout ça pour dire qu'il faut créer une contrainte à l'organisme pour qu'il s'adapte et qui par la suite crée des mitochondries, crée de la fibre musculaire, et pour ça, faut le contraindre. Donc le message numéro un pour les patients que je vois, la grande majorité, c'est sortez dehors, ou alors chez vous si vous avez peur, vélo d'appartement, voilà, mais faites une activité physique au moins 150 à 300 minutes par semaine, où vous êtes essoufflé. Pas de façon extrême, mais essoufflé, pas le confort.
Je me permets juste de rebondir sur l'essoufflement parce qu'on en a parlé au tout début justement sur les Mmh. symptômes. Comment faire la différence entre un essoufflement donc d'une personne âgée complètement normale et un essoufflement qui serait plutôt anormal? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour différencier les deux? C'est très dur de savoir. C'est très dur de savoir. L'essoufflement, il peut être dû à l'ensemble de la chaîne qui mène de l'air qu'on respire aux muscles qui dépensent l'oxygène. C'est-à-dire, ça peut être un problème des voies aériennes, par exemple dans l'asthme, problème du cœur, problème du sang, manque d'hémoglobine, l'anémie, ou problème du muscle qui n'est pas s'entraîner. Donc c'est dur de savoir. Après, il y a des signes d'examen clinique qui nous permettent de faire un peu la différence. Par exemple, si le patient il siffle, quand il fait un effort, il se met à siffler au niveau de sa respiration. Ça oriente plus vers une cause des bronches, l'asthme d'effort. Si le patient il a de la rétention d'eau, ça oriente plus vers le cœur. S'il est un peu pâle et que la prise de sang montre de l'anémie, voilà. Mais c'est dur de savoir parfois la cause de l'essoufflement. C'est pour ça que chez certains patients, on fait de la VO2, parce que la VO2 donne des réponses. Et dans, on va dire, 9 cas sur 10, c'est souvent les muscles qui sont limitants. C'est-à-dire que tout fonctionne bien, l'air rentre bien dans les poumons, il est bien transporté par les globules rouges, bien expulsé par le cœur dans les vaisseaux, il arrive dans le muscle, mais le muscle, il a peu de mitochondries. Donc le mécanisme oxydatif aérobie, il est vite limité, ça passe en anaérobie, et forcément, ça entraîne de l'essoufflement. Donc souvent, c'est quand même le muscle qui est limitant, il faut le travailler. Un patient qui vient, qui a 65, 70 ans, tu vois, qui est, on va dire, entre deux âges, tu sais, et qui est plutôt actif, un profil Ouais. qui fait du vélo, même de la course à pied, mettons. Est-ce qu'il y aurait une contre-indication de zone cardiaque à travailler? Ou au contraire, tu lui dirais, non, mais si vous avez l'habitude de faire du fractionné, j'y reviens parce qu'en fait, c'est caractéristique de haute intensité. Donc, est-ce qu'il y a un frein à travailler cette haute intensité chez ce patient-là qui a aucun signe clinique et qui va bien et qui te voit en consultation? Non, pas de frein. Pas de frein à travailler ça. Après, s'il l'a jamais fait, en fait, les tests à l'effort, on peut les prescrire si le patient débute une activité physique qu'il n'a jamais fait pour voir ce qu'il en est, ou alors s'il la modifie. C'est-à-dire un patient qui a toujours fait du fond, c'est-à-dire il courait des 100 km, voilà, et qui veut se lancer dans le, je sais pas, dans le sprint, ce qui est assez rare, on va Inhabituel, dire. ouais. Mais c'est Profil un rare effort celui-là. que, ouais, exactement, c'est plus l'inverse. Mais c'est du coup un patient chez qui on peut aller être tenté d'enquêter. Est-ce que son corps, à cette intensité-là, pardon, est capable de réagir correctement? Parce qu'en fait, les sports les plus à risque, c'est pas l'ultra hein, pour le cœur, c'est le court. Parce que dans le court, dans le sprint, il y a expulsion de catécholamine, adrénaline par les surrénales, les nerfs sont hyper à bloc, le cœur monte très haut, c'est là qu'il y a le plus de risque d'arythmie. Mais là, Pas c'est dans vrai l'ultra trail. qu'on ouais, on parle de cours, mais ça peut être aussi une personne qui a toujours couru à basse intensité, petit footing, Hmm. et qui, à la retraite, se met dans un club vétéran de foot ou de rugby où il va y avoir des fois des changements de rythme, des sprints. Ouais. Donc, c'est pour ça faire attention aussi. Ça peut être un Hmm. contexte, pas forcément que faire de la vitesse et du fractionné, Hmm. mais sur des sports comme ça, collectifs, où Hmm. on peut avoir des hautes Hmm. intensités, peut-être checker aussi Hmm. et faire attention. Ouais, Mais tout à fait. tu l'as évoqué, tu as parlé un petit peu d'ultra, de fonctionnement du cœur. On entend beaucoup on va venir sur encore un mythe. C'est au niveau, enfin, je sais pas si les gars, vous avez une dernière question sur cette partie-là ou c'est bon, on peut partir sur l'endurance. Vas-y, feu. Ouais. Vas-y. Et juste par rapport à ça, comment se placer par rapport justement au sport d'endurance? Donc là, tu l'as un petit peu évoqué. Bon pour le cœur, pas bon pour le cœur. On a compris que c'était quand même bon, mais est-ce qu'il y a une limite justement à pas dépasser? C'est toujours une balance là. Le sport en général d'endurance est bon pour le cœur et pour l'organisme en général. Mais c'est vrai que à très haute intensité, très répété dans le temps, c'est-à-dire sur de longues années, des gros volumes, il y a quand même des effets indésirables décrits au niveau du cœur, notamment de l'arythmie. De l'arythmie au niveau de l'oreillette, ce qu'on appelle la fibrillation atriale. C'est-à-dire que le cœur est soumis à des contraintes mécaniques lors des efforts, lors de l'endurance, lors des efforts voilà, répétés, qui vont entraîner ce qu'on appelle le cœur d'athlète. Je sais pas si ça vous parle comme notion. Non. C'est Ah, des si. adaptations au niveau de la fonction du cœur, de la forme du cœur et du courant électrique du cœur qui s'observent après un entraînement répété sur de longues périodes. C'est-à-dire que le cœur va se dilater, il va devenir plus gros, il va devenir plus épais, il va battre moins vite et il va éjecter plus. Ça, c'est le cœur d'athlète.
c'est plutôt positif, mais avec cette dilatation, on peut observer entre guillemets, un, un- un déchirement des fibres électriques qui parcourent le cœur au niveau des oreillettes. C'est des parties du cœur qui reçoivent le sang. Et ça peut entraîner à terme des arythmies. Et ça, c'est un phénomène qui est décrit. Il y a des gens Et qui ont fait de l'ultra toute leur vie qui font des arythmies cardiaques à cause du sport. est-ce que c'est Mais ça reste, ouais. Est-ce que c'est quantifié ou excuse-moi de te couper en termes de volume, est-ce qu'on peut avoir des idées de fourchette, d'heures d'entraînement par semaine, d'années? Tu vois, est-ce que c'est ou parce que c'est pour nos je pense, auditeurs justement ouais. de pas les inquiéter pour rien peut-être. Mm. C'est dose dépendant. Ça va être dose dépendant avec une variabilité interindividuelle quand même assez, voilà. Ça, On c'est sait pas en difficile. fait. Bah, on peut jamais, même en médecine, on sait pas vraiment tout. On peut jamais vraiment savoir. C'est comme vous dans votre pratique, quand vous avez Mm. un malade qui vient après une opération, certains vont récupérer vite, pas d'autres. On ne sait pas toujours vraiment, voilà. Mais ce qui est sûr, enfin ce qui est sûr, ce qui est décrit en tout cas dans les recommandations et dans les textes, c'est que ce que je vous ai parlé au niveau du cœur d'athlète, le remodelage, il s'observe pas si on fait moins de 6 heures par semaine à très haute intensité depuis au moins 6 mois. Ce qui veut dire que nous, cardiologues, on voit un patient, on lui fait l'échographie du cœur, on voit que ce cœur, il est épaissi, il est dilaté, il dit bah je fais du sport que depuis une semaine. Ça va pas être le sport qui va donner ça. Il faut quand même au moins 6 mois à haut volume, c'est ce qui est décrit. Et après, de façon mécanique, plus on en fait à haut volume, plus on multiplie le risque. Mais après, c'est un risque d'arythmie qui sera voilà, jamais aussi important que le risque de rien faire. Clairement, Et je crois, Alex, peut-être corrige-moi, quand on avait eu Hmm. Fabrice Kuhn, et qui disait que c'était à partir de 16 heures, je crois qu'on commençait en course à pied ou travail d'endurance, qui a commencé à avoir une limitation des bénéfices, que c'était croissant et qu'à partir de 16 heures en termes de volume, il y avait un plateau et qu'après ça devenait limite, ça baissait un tout petit peu l'intérêt. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ben, je sais qu'il en avait parlé en termes de 16 heures, je sais pas si le chiffre est exact, mais je me rappelle justement qu'il avait mm. parlé de ce bénéfice et après cette perte justement d'intérêt, mais je pourrais pas Il y a te une dire, petite inflexion du ouais. bénéfice au-delà de 16 heures et qu'on voyait que ça commençait à avoir un impact plus négatif que positif au-delà de 16 heures en tout cas. Et toi, Donc tu la bon, mettras à combien, Anthony? Ouais, vous êtes ben, tranquille les gars. ouais, ça va. Ah là, Toi, Anthony, à peu près, pour les gens, tu leur conseillerais quoi? On va dire de ne pas dépasser, hein, enfin, même si bien sûr on dépasse, on va pas, on sait très bien que les risques seront toujours moins importants qu'une personne sédentaire. Mais toi, Oui. cette barrière-là, tu la mettras à peu près à combien d'heures par semaine, même si ça dépend bien sûr de l'intensité, on le sait très bien, du sport pratiqué. bah, pour être honnête, j'ai pas l'info. Enfin, je veux bien croire ce qu'il dit et ça me semble tout à fait correct. Mais moi, je saurais pas mettre d'heures. Je saurais pas Mhm. dire combien est néfaste. Je sais qu'il faut un minimum pour tout le monde. Le maximum, je saurais pas dire à combien c'est néfaste. 16 heures, Costaud. ouais, costaud, correct. Peut-être que c'est là. Non, j'ai pas l'info sur l'étude Mhm. et j'ai pas envie de limiter les gens, les inquiéter pour rien. Si je dis 14 heures, que quelqu'un fait 15 heures, j'ai pas envie de l'inquiéter. Enfin, non, j'ai pas l'info, franchement, je préfère pas dire de Non, bêtises, quoi. ouais, on comprend pas la marche dedans. Hein. Commencez pas à me dire je marche 10 heures par semaine, je me Ah non, mais balade. la marche, c'est pas du sport. Un sport, c'est essoufflement, quoi. Enfin, voilà. Si on enlève les sports d'adresse, tout ça, un sport, je dis aux patients, non, vous allez prendre le pain, monsieur, c'est pas du sport, c'est la vie, c'est bouger. C'est bien pour prendre l'air, pour faire des mouvements, l'articulation, les muscles, mais c'est pas, si l'organisme n'est pas sous contrainte, il va pas progresser. Le sport, il y a quand même une notion de progrès, d'amélioration, de performance. Voilà. D'essoufflement. Oui, mais je cours derrière le, Essoufflement, c'est, je cours derrière le bus. Moi, j'avais vu On une la passante qui connaît m'avait tous dit ça. cette excuse. Je marche, je vais au ah, mais boulot. moi, docteur, je suis sportive, je fais le ménage tous les jours, j'ai un jardin. Je fais, madame, est-ce que vous êtes essoufflé au jardin? Non, non, bah non, faut pas être essoufflé quand même. En fait, pour une génération, on va dire le troisième âge, être essoufflé, c'est mal. Ouais, c'est fou. Vraiment, c'est mal. Alors qu'en fait, pour notre génération, faut qu'on inculque qu'être essoufflé, c'est bien. Les progrès apparaissent dès l'essoufflement. Et surtout Après, un bien peu. sûr, il faut se mesurer. Il faut se mesurer pour pouvoir durer dans l'effort. Les gens me disent, oui, mais moi, si je marche 100 mètres, je suis fatigué, donc je peux pas aller marcher beaucoup plus. Je leur dis, bah écoutez, ralentissez, trouvez l'allure qui vous permet de durer, pour commencer ne serait-ce que 20 minutes, on va être progressif. Comme dirait Alex, il faut être progressif, c'est hyper important. Donc, trouvez l'allure qui va doucement, mais sortez et faites au moins 20 minutes, puis une demi-heure. Et le but, c'est, d'après l'HAS, là, la recommandation, c'est cibler au moins 150 minutes par semaine d'activité physique. Voilà. Et est-ce qu'il y a un travail de fond de marche optimal
que tu conseilles par jour pour un individu? On peut mettre pour deux âges, hein. Je ne sais pas si tu as des données à nous donner, par exemple pour quelqu'un qui a 30 ans et pour quelqu'un qui a 60 ans. Est-ce que tu as En durée par jour? en Ou en durée ou en pas. nombre de pas D'accord. une métrique? En durée, voilà, ce que recommandent les sociétés savantes, c'est au moins 150 minutes par semaine, donc environ 2 heures et demie. Mais ça, En dessous, c'est d'activité physique, ça. C'est pas de ouais, marche. ça compte, de marche active, quoi, où on est un peu essoufflé quand même. Ok. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Ou alors 75 minutes d'activité physique intense, c'est-à-dire on est très essoufflé. C'est-à-dire que la marche, on va dire classique, faut marcher, faut être essoufflé, mais être capable quand même de parler. C'est-à-dire échanger quelques mots voilà, on peut marcher à deux, parler. Ou 75 minutes d'un effort, où là par contre c'est des phrases saccadées, c'est quelques mots par-ci par-là, voilà, c'est l'un ou l'autre. Et en nombre de pas, il y avait le mythe des 10 000 pas, là, qui, euh, qui a été un peu remis en cause ces certains jours. Ce serait plus 7 000, 7 500 qui seraient positifs, sans Dans, gros bénéfice au-delà. dans Ah, 20 Ouais, ans, tu veux en ça sera parler? ah, dans 20 ans, ça sera 3000, hein, tu vas je voir. sentais Ils vont nous qu'Alex, dire ça. il allait rebondir là-dessus. Et non, Ouais, non, mais mais là en j'ai fait, lu. il y a aussi une sous-estimation parce que toutes ces données-là, quand même, dans le temps, elles descendent de plus en plus, hein. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens, oui, faites ça, c'est bien, etc. Mais il y a 10 ans, c'était plus, il y a 20 ans, c'était plus, et c'est quand même, faut faire attention à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous montre comme un Mm, exemple. Et je pense qu'il faut aussi rester connecté à ses sensations, comme tu dis. mm, Si on se sent bien, pourquoi pas, hein, mm, continuer, mais peut-être aller chercher le un peu plus que mm. le un peu moins. Mais après, c'est mon avis Ah mais, personnel et ça ah, mais n'engage que moi moi. je suis tout à fait d'accord, vraiment tout à fait d'accord avec toi. Le plus c'est le mieux. Mais je voulais juste rappeler le fait que, comme c'est dit dans les études, en fait c'est pas le nombre de pas compte. Il y a un très bel article sur ça que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, d'un médecin du sport, il me semble bordelais, qui disait 10 000 pas, ça veut rien dire en fait. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on peut faire 10 000 pas en allant promener son chien, ou 10 000 pas en montant, qu'est-ce qu'il disait lui, en montant je sais plus quelle montagne vers chez lui là, dans le Pays Basque là. Donc 10 000 pas, voilà, c'est un repère qui est assez ancien, qui date des JO de Tokyo, mais c'est un repère. Ce qu'il faut, c'est les faire bien. Vaut mieux faire 7 000 pas en étant essoufflé que 10 000 pas en cuant des pâquerettes, quoi. Parfait. Oui, mais tu vois, c'est quand même une métrique, c'est assez simple à mesurer. Mm. Et je rejoins Alex là je trouve que, tu vois, même les 150 minutes par semaine de. 2 heures et demie, ouais. Non, mais Ouais. ça va pas du tout, hein. Je suis désolé, hein. C'est 150 minutes par semaine pour moi, ça me paraît complètement déconnecté de ce que doit faire un être humain pour être en forme sur sa semaine, quoi. La vérité, ça devrait être C'est du sport tous les jours, en fait. Mais Hein. oui, attends, C'est juste des je finis données juste. qui. Bon, on est à peu près la même tranche d'âge. Si on faisait le sondage de la distance que faisaient nos grands-parents tous les jours quand ils avaient 10-12 ans, je pense on serait plus aux alentours de 10-15 bornes par jour que faisaient les anciens. J'ai l'impression que ça s'est vachement, comme dit Alex, ça s'est vachement nivelé vers le bas, ce qui est correct. J'ai vu le chiffre passer de 7000 pas. Je trouve ça peu. Ah, Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. après, il faut savoir que on est un peu biaisé, nous. On est jeune, on est sportif, on est entouré souvent de gens sportifs, voilà. Mais il y a une grosse partie des gens qui vraiment sont très sédentaires. Ah oui, ça c'est sûr. Et je pense que la HAS, en sortant ces chiffres-là, voulait donner un objectif atteignable à des gens. Oui, mais c'est Oui, Voilà. exactement ça. ça. Mais- Mais Eh c'est oui, quand même non, du mais ça va pas, ça. mais c'est quand même du Ouais. nivellement vers le Nous, on bas, est, tu vois. C'est pareil. Anthony, on est 1000% quand même. Hein. Il fallait qu'on te le rappelle. Tu vois. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. Mais après, moi, je raconte ce qui est dit par Ouais, bien sûr. les articles ou autres. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Enfin, Et on respecte, hein, bien moi, sûr, il n'y a aucun souci. Mais ça, moi, ça se base plus sur une moyenne de santé générale qui fait qu'elle Ouais. fait que baisser, et donc on se raccroche à des données qui baissent aussi, Mm. hein, tu vois. Mais tu vois ici, il y a plein de jeunes qui restent à la maison, canapé, Twitch, console de jeux vidéo. Eux, si on dit à leurs parents, faut les faire marcher 6 heures par semaine, ils vont dire, ouais, laisse tomber, on va pas y arriver, stop. Si on commence à leur dire peut-être 2 heures et demie par semaine de sport, d'activité, peut-être que, voilà, je pense que la HAS Oui, c'est raisonne sûr. comme ça dans leurs recommandations. C'est pour Mais ça moi, c'est pour je ça suis que je te dis que partisan. dans 20 ans, tu verras, ils mettront 4 ou 5 000, c'est sûr. Ah, Et on mais en c'est sûr. reparlera, on en Et reparlera dans tes 20 ans. patients, tu leur prescris du sport, tu leur donnes des conseils d'acheter un vélo à la maison ou de s'acheter une montre connectée. Qu'est-ce que tu
Tu les amènes sur quelle piste? Je leur prescris pas de sport à proprement parler, mais des conseils, oui, je fais ça toute la journée. Des, le moindre patient, en fait, les patients viennent en cardiologie en disant, docteur, je suis essoufflé. Avant, je pouvais monter tel coach, j'étais pas essoufflé. Là, 5 ans après, je peux plus le faire. Je dis, bah écoutez, avec l'âge, les muscles, ils perdent en qualité, ils perdent en volume, c'est normal, il faut l'entretenir, donc il faut voilà, garder l'activité. Ça, je le rabâche toute la journée. Mais j'aime ça, donc ça va, mais je le rabâche, je le rabâche. Et parfois, oui, certains me disent, moi, j'ai mal au genou, je suis obèse, j'ai mal au genou, je peux pas marcher. Bah, dans ce cas-là, l'achat d'un vélo d'appartement peut être une bonne solution. L'ordonnance de kiné, là, il faut y aller, là, faut. Ouais, ouais, l'a pas. Ouais, ouais, mais c'est vrai que je devrais le faire plus. Ça, pour le coup, vous avez raison, ouais. Putain, les C'est kinés, c'est vrai. vraiment, c'est Et incroyable. Ouais. juste Non, c'est vrai. une question, tu parles de vélo d'appartement, je parle sous contrôle des garçons aussi, on avait reçu Vincent Foulonneau, et il me semble qu'il disait qu'il y avait plus de risques d'avoir un problème cardiaque sur des chaînes où on va utiliser justement le haut du corps et le bas du corps, on aurait plus de pression sur le cœur, versus le vélo où on serait que sur les jambes et il y aurait moins de risques cardiaques. Est-ce que c'est réel pour toi ou pas? Ce qui est, pour le coup, objectivé, c'est qu'à test d'effort maximal sur un vélo et sur un tapis, la VO2 max, elle est plus élevée sur le tapis. Parce qu'on va aussi solliciter les muscles des membres supérieurs. Voilà. Donc, j'ai pas l'info sur les chiffres qu'a dit la personne Hmm. mentionnée précisément, mais ça me semble cohérent que voilà, il y a plus de dépenses énergétiques en faisant Donc, de la course à pied que du vélo. Donc, je suis pas étonné qu'il y ait plus de problèmes en courant que sur un vélo. Je crois que c'était juste que ça sollicitait plus, il y avait plus de stress Plus de pression, ouais. cardiaque, oui, plus de pression. Je ne sais pas s'il avait dit qu'il y avait plus de problèmes cardiovasculaires non, induits. Hmm. non, mais par Je, contre, pen- plus de je- stress cardiaque, oui, oui, plus de sûrement. stress. Qu'en fait, du coup, c'était beaucoup plus violent comme effort au niveau cardiovasculaire sur un rameur ou sur un Un assault tapis. bike. Euh, Hmm. Donc mais plutôt bon, conseiller alors de faire de la marche ou du vélo plutôt que du rameur ou de la bike. Bon, après, Bah, ça semble logique quand même, au final. ça dépend du pour profil. les... Exactement, ça dépend du profil. Donc, Et pour une personne, je surtout, parle pour une personne âgée qui pourrait être à hmm, risque, etc. bah, moi, il y a certains, même, je leur propose d'acheter ce qui existe, c'est les petits, même les moulinettes pour les bras, là, ça existe. En fait, moi, je suis pas, comment dire, je ne donne pas d'informations sur quel type de sport faire, machin. Je dis juste, et là, il faut s'essouffler. Et après, en tant que, là, c'est plus au niveau humain, on discute, on échange, et on trouve des solutions. En disant, là, ce serait peut-être plus, moi, au niveau de cardiologue, ce que je dois dire, c'est, l'essoufflement, c'est bon pour la santé. Après, comment eux veulent le faire, que ce soit piscine, ceux qui peuvent, c'est extrêmement bien la piscine pour le muscle, les chaînes, tout ça, c'est extrêmement bien. Que ce soit vélo, marche à pied, moi je m'en fiche plus ou moins tant qu'eux font de l'activité qui va retarder la prise de poids, la perte de muscle, la fragilité osseuse, tout ça, moi ça me va parfaitement. Après, comme tu dis Pierre, faut que ce soit adapté à leur profil, quoi. On va pas faire ramer mamie et faire, voilà, on Et adapte. donc, tu parles d'essoufflement. On n'est pas en zone 2 quand on est essoufflé. Il faut un petit peu la dépasser, Si. il faut savoir jouer entre les deux. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette zone 2, l'intérêt qu'elle a? D'accord. La Et zone 2, la zone 2, c'est la zone aérobie. Voilà, c'est la zone aérobie, c'est-à-dire l'organisme reçoit de l'oxygène et c'est le traiter. C'est l'utiliser comme source d'énergie. Il n'a pas besoin d'autres sources d'énergie comme le qui mettent en jeu le lactate et donc qui provoquent de l'inconfort. C'est une zone qui est souvent comprise entre 65 et 75% de sa fréquence max. Et elle est très très importante chez le sportif d'endurance. C'est la plus importante. Et la travailler, c'est extrêmement bénéfique pour plein de raisons. Ça va apprendre, ça va, comment dire, faire adapter les muscles déjà. Ils vont créer plus de mitochondries. Pour parler dans des termes plus simples, la mitochondrie, c'est l'usine qui prend l'oxygène dans le sang, qui le prend et qui en fait de l'énergie. Pour ça, il en faut beaucoup, du coup. Si on veut faire beaucoup d'efforts, avoir beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de mitochondries. Et le fait de faire un effort, en zone 2, ça va permettre leur synthèse. Ça va aussi habituer le muscle à extraire mieux l'oxygène du sang pour mieux alimenter les mitochondries. Ça va avoir aussi l'effet de pouvoir faire du sport surtout longtemps sans se blesser et sur de longues durées. Et un effet aussi très important, ça plus pour les sportifs, ça va permettre de entraîner la filière énergétique des lipides.
C'est-à-dire que quand on fait un effort, on consomme beaucoup de glycogène, mais les réserves en glycogène de l'organisme, le sucre qui est stocké dans le corps, elles sont assez faibles. Souvent, en 2 heures, 2 heures et demie, elles s'épuisent. Et après, l'organisme, pour faire son énergie, il utilise les graisses. Et ça, pareil, ça s'entraîne. C'est des filières énergétiques qui doivent être pratiquées régulièrement pour pouvoir être performantes. C'est pour ça qu'au marathon, il y a plein de gens qui disent, ah, au 30e kilomètre, moi, j'ai plus de jambes. Ça s'est arrêté, j'allais bien, et d'un coup, bam. Ça correspond quasiment exactement à la fin des stocks en glycogène. C'est des gens qui ont pas fait assez de long, assez longtemps. Ils ont couru vite, longtemps, dans leur entraînement, mais pas à zone 2, sur un effort prolongé. Donc, une fois qu'ils ont passé le stade des réserves de glycogène, ça devient compliqué l'effort pour eux. Donc, c'est hyper important de le travailler. Et aussi, la zone 2, je dis souvent qu'on travaille son cœur en volume et je crois qu'il y a une adaptation du volume d'éjection systolique du cœur. Avec C'est plus les hautes intensités, ça. C'est plus en zone 4, voire en AVO2 max, hein, qu'on bosse Ah la. ouais? Ouais, Ouais. parce que moi, j'avais appris que Hmm. c'était, du coup, en fait, quand tu viens faire de l'intermittent à haute intensité, tu venais travailler Ouais. ton cœur cette fois plus en fréquence et en débit, et que cette zone 2 avait plus un caractère, tu vois, où le cœur avec le temps de travailler son volume et d'augmenter l'éjection Oui, systolique. non, mais Mais t'as raison. Sur le long terme, faire beaucoup de zone 2, ça va faire, voilà, comme on a dit tout à l'heure, de gros volumes, c'est-à-dire 6 heures par semaine. On commence à avoir des effets sur le cœur dans sa morphologie. Donc, ça compte pour la zone 2. Et pour des effets plus sur la VO2 max, le volume cardiaque, l'éjection, c'est plus les hautes intensités qui font la différence à ce niveau-là. ok. En fait, il faut bien comprendre que dans toutes les zones, il y a un travail qui est fait sur le cœur et la performance, mais avec des zones, c'est plus important que d'autres. Pour le volume cardiaque, c'est quand même plus la VO2 max qui le fait jouer, et la zone 2, c'est plus le travail de l'endurance, la filière énergétique, la capacité à prendre l'oxygène et à le traiter, quoi. Mais ce qui Ok. est utile chez le sportif d'endurance, au final, il s'en fiche de courir vite, lui. Il veut courir longtemps. Oui, il sait pas s'il a créé une Mm. adaptation sur le cœur ou sur la filière énergétique. Lui, l'important, c'est qu'il voit Mm. que Il fait va tout. mieux. On essaie d'intellectualiser, mais en fait, faut travailler toutes les Hmm. Il faut travailler filières. toutes les zones. Mm. Il faut travailler en. Globalement, les coachs, hein, ils disent 80% en zone 2 sur une semaine d'entraînement, 80% en zone 2, entre 5 et 15% en zone 3, zone 4, et 5% à VO2 max sur une semaine, quoi. C'est ce Pour, qui est globalement. pour la course à pied, hein. Pardon, Ouais, pas la pour la, course à pour pied, la ouais. course à pied. Parce qu'on a vu que sur Pour le vélo, le vélo, c'est quand c'est. même, Ouais. ouais, c'est différent, c'est beaucoup moins. C'est plus du Mm, 90-10, voire du mm, 95-5. Vu que les volumes sont beaucoup plus ouais. importants. Pierre, Après, t'avais vous une voyez, je pense, plus de coachs en sport, plus de coachs sportifs que moi, donc peut-être que vous avez plus d'infos à ce niveau-là, mais moi, ce que j'avais retenu, c'était plus ou Oui, moins c'est ça. Ouais. ces proportions-là, pour la course à pied, bien sûr, Ouais, parce que le vélo, je pratique pas en compétition, donc j'ai pas l'info, oui. ouais. Mais c'est encore Fabrice Kuhn qu'on avait reçu et qui nous a parlé de la polarisation de l'entraînement, l'intérêt de faire du travail de basse intensité et de haute intensité. C'était Mm, passionnant. On a Et, fait plein d'épisodes sur l'entraînement et oui, oui. cardiovasculaire. On a eu mm, Sean sur mm, le fractionné, le travail Régalez-vous d'endurance. là. Hein. Voilà, mm, Anthony, là, mm. tu vas être à 1000%, c'est sûr. Enfin, Et ouais. d'ailleurs, Non, dites-nous, mais ouais. c'est passionnant, ouais. Ouais, c'est Dites-nous Dites-nous si en vous avez commentaire, écouté ouais. Et ces aussi, combien épisodes. d'heures de sport vous faites par semaine, hein. Dites-nous en Mm. commentaire, c'est intéressant. le Même nombre de liker la pas. vidéo si vous êtes encore là, c'est pas grand-chose, mais ça permet aussi d'augmenter la visibilité et de récompenser notre travail. Donc, merci à vous, on vous embrasse. Le petit aparté Et Tony. on fait un coucou à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent encore. Anthony, quel est ton avis sur les zones de fréquence cardiaque données par les montres? Est-ce que ça a une précision avérée, ça? Parce qu'on parle de zone 2 et forcément, tout le monde se monitore. Enfin, il y a beaucoup de coureurs qui se monitorent quand même maintenant. Ça donne quoi, ça? Bon, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est quelle est la fiabilité de la montre pour mesurer ça? Moi, je reste pareil au niveau de ma façon de penser. Si on veut faire du fractionné, faut pas une montre. C'est insuffisant. C'est pas assez précis. Il y a une variabilité de 5 à voire même 20 battements parfois, selon les montres. Donc pas assez fiable pour des zones de 10 battements, quoi. C'est pas possible. Il faut la ceinture avec les électrodes. Sinon, à mon avis, c'est biaisé, quoi. Après, si on a la ceinture, on peut travailler en zone, il n'y a pas de souci. On peut vraiment regarder les chiffres. Mais la montre, en fait, elle est biaisée par le mouvement, par la transpiration, par la position. En fait, la montre, elle envoie un signal de couleur. Je sais pas si vous avez une montre sur vous, mais c'est soit vert, soit rouge. Soit vers- Ouais, c'est absorbé par le sang veineux et c'est ensuite renvoyé dans la montre avec des petits capteurs. Et il y a c'est pas une théorie parce que c'est quand même avéré, mais lorsque le cœur bat,
le volume même des capillaires sanguins, il varie. Donc la quantité de lumière qui est absorbée et réabsorbée est un peu variable. Et grâce à ça, il fait un signal, enfin la montre fait un signal un peu sinusoïdal et indique une fréquence cardiaque. Mais c'est sous réserve de pas avoir de transpiration, qu'elle bouge pas, que bon, c'est quand même pas avoir la peau trop bronzée, ça peut un peu jouer aussi. Il y a des petites variations. Donc méfiance avec la montre, mais pour en faire avec la ceinture, ce que je fais parfois personnellement, c'est quelque chose de bien, ouais. On a fait aussi, hein, je le répète, un, un Et podcast oui. avec montre cardio GPS où on a comparé justement sur la fréquence cardiaque, sur les montres, justement les ceintures. Il est très court, je crois qu'il dure 30 minutes, donc n'hésitez pas à aller le Ouais. voir. Et on a aussi Ouais, fait sur le sommeil. Vincent? Ouais, là, j'étais en train de penser aux patients que tu avais. Donc, bah, tu as des sédentaires, des personnes un peu plus âgées. Est-ce que tu as aussi, tu sais, le cœur, c'est aussi un organe de nos émotions, tu vois? Est-ce que tu as des gens qui sont trop stressés? Est-ce que tu as remarqué des gens qui peuvent être dépressifs ou qui ont de mauvaises émotions? Est-ce que ça peut être aussi un facteur bah, de santé cardiaque un peu perturbée? J'en vois tous les jours. Ah Tous les jours, des patients qui viennent pour des douleurs, de l'essoufflement ou des palpitations qui sont dues au stress. Bien sûr, ils viennent nous voir en consultation. On va pas leur dire d'emblée, c'est le stress, on arrête tout, rentrez chez vous, parce que quand même, ils le décrivent. Il y a eu un décès, au travail ça se passe mal, avec les enfants ça se passe mal, il y a un divorce. Bon, ils racontent un peu leur histoire et on comprend vite que période d'émotion, le cœur, il est innervé par les nerfs autonomes, et les émotions, le stress, ça déclenche une activité de ces nerfs-là qui vont faire que le cœur s'accélère, qu'il y ait des palpitations. Donc c'est tout à fait normal que le stress entraîne des symptômes. Malgré tout, ça n'empêche pas de faire un bilan. Ça reste un diagnostic d'exclusion. Mais oui, tout à l'heure on a dit, la fréquence cardiaque, elle est sous l'influence de plusieurs paramètres. On a parlé du café, du Red Bull, des drogues, de la thyroïde et le stress, ça en fait partie. Donc, ce serait même pathologique qu'une personne stressée ait pas un cœur qui s'accélère. Par exemple, là actuellement, il y a une bombe qui explose, il y a un stress et mon cœur va s'accélérer. C'est pas pathologique. Pareil, là, mon niveau podcast, c'est mon premier. Tout à l'heure, avant de démarrer la caméra, j'étais un peu rapide, tout ça, à la montre. T'es Normal, il y avait un parfait, peu de t'es stress. parfait, t'es C'est parfait, ton Anthony. premier, Mais là? T'es parfait. à mon tout premier podcast, je C'est parle jamais au vrai? téléphone. Ah, mais je parle aux Là, patients, mais là, t'es pas. détendu maintenant, là. Oui, t'es C'est parfait, mieux, Anthony. là. Bah, c'est grâce à vous. T'es C'est parfait, en grâce à tout vous. cas. Merci, Anthony. Non, mais j'étais un peu stressé dans l'après-midi parce que voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer. Mais tout ça pour dire que ça aurait été pathologique que mon cœur, en cas de stress, soit pas accéléré, quoi. Donc, Et c'est comme tout dans la vie, en fait. C'est à partir du moment où ça se chronicise, bah là, ce stress, il va du coup créer une hmm. usure cardiaque. Que tu sois stressé à venir sur Pas, 1000%, c'est normal. Mais maintenant que tu sois détendu, pas, c'est quand même normal. pas vraiment cardiaque à ce niveau-là. Le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. On peut le définir comme ça, Ah ouais. facteur de risque. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, en dehors du stress lui-même, il va créer des comportements à risque. C'est-à-dire que la personne stressée, elle peut manger plus mal dormir, elle va grignoter, pour parler plus simplement, elle va grignoter, trouble du sommeil, euh, du coup, des fois, un peu de sédentarité, en cas de dépression, on bouge moins, on sort pas de chez soi, on prend du poids, et tout ça, mis bout à bout, ça donne un risque cardiaque, un risque de formation de cholestérol dans les artères qui bouchent les artères du cœur et qui le rendent entre guillemets, fragile à la merci d'une pathologie cardiaque. Donc le stress en soi, indirectement et un peu aussi directement par tout ce qui est le système nerveux autonome sympathique là, qui va l'accélérer, qui va voilà, faire baisser comme on disait tout à l'heure, la variation de fréquence cardiaque. Le stress, c'est une maladie pour le cœur aussi, qui donne des Et symptômes et plus que ça. Ouais. de ce fait, qu'est-ce que tu leur conseilles? Tu vas peut-être nous dire de l'activité physique aussi, j'imagine. Pour le stress, Ouais. ouais, exactement. Mais vous savez, les gens, comment dire, malheureusement, les maladies mentales, c'est pas aussi simple que ça, quoi. On peut pas dire que quelqu'un de stressé, de dépressif, sort dans la rue, va marcher, ça ira mieux. C'est quand même très compliqué, quoi. Je sais que Thibaut InShape, il avait essayé de faire ça dans une vidéo, c'était mal passé, quoi. Donc je ferais pas la même chose. Oui, il y a Mais très- le sport, ça aide beaucoup à aller mieux. Mais chez des gens, vous savez, qui sont en dépression pour voilà, une cause X ou Y, malheureusement, des fois, c'est chronique, ils ont du mal à s'en sortir. Donc des fois, pour eux, j'ai pas la solution parce que déjà, ils voient un psychiatre, ils ont des médicaments. Mais j'essaye, oui, bien sûr, de leur dire prenez l'air si possible. Mais c'est pas Oui. toujours facile, quoi. On fait la différence entre déprime et dépression, hein. C'est pas la même chose, hein. Ouais, Les gens qui sont, oui. qui sont un petit peu Mm, déprimés, c'est pas. mm. Vas-y, Vincent. Oui, dépression, Ouais. ça a une définition stricte. Mm. Non, mais je vous partage juste que Allez. parfois on peut avoir le cœur brisé et aussi un coup de cœur. Voilà.
C'est tout. Voilà, c'est beau. C'est beau. Vincent, tu peux pas nous donner un petit Et conseil pour Vincent, nos c'est notre auditeurs là? artiste, hein, de toute façon, on a besoin de En lui. termes de Ah ouais, on se respiration, régale ici. t'aimes bien tout ça. Est-ce que tu sais pas conseiller une respiration à nos auditeurs justement qui sont Non, peut-être mais trop voilà, et je pense stressés? qu'il y a la cohérence cardiaque, tu vois, qui est vraiment, qui montre en fait une synchronisation du système cardiaque avec le système nerveux. Mm. C'est vraiment quelque chose à explorer. Je suppose que tu dois le donner aussi à tes patients qui. Non, pour le coup, c'est une pratique que je connais, que malheureusement, je pratique trop peu. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'en faire des périodes avant ma thèse, par exemple, quand je dormais mal avec le stress de voilà tout ça, mais que ça devrait être fait en fait limite pour tout le monde au quotidien, quoi. C'est quelque chose de vraiment bénéfique. Mais non, c'est vrai que j'en parle pas aux patients, Mais tu sais, ce qui alors montre que je pourrais très bien le faire. le consensus scientifique autour de ça, c'est Mm. déjà c'est la méthode respiratoire la plus prouvée au monde, tu vois. Et Mm. en fait, ce qu'ils disent, c'est que tu réapprends ton corps à synchroniser ton système cardiaque avec ton système Mm. nerveux. Mm. Et donc en fait, tu reviens à ton référentiel. Et donc il donne en fait la prescription, c'est 3 fois par jour, 2 minutes. Et donc en fait, tu réentraînes 3 fois par jour et de le faire régulièrement. Le conseil à 1000%, c'est d'être discipliné et mettre de la fréquence dans ton entraînement. Donc tu peux réentraîner en fait comme ça. Peut-être qu'après ce podcast, tu donneras la cohérence cardiaque Ouais, en non, mais oui, non, mais prescription. c'est hyper important pour bien dormir, pour évacuer le stress, Ouais. pour Tu c'est varié réentraînes en ton plus corps là. à revenir à sa base, tu vois. Ouais. On le fait pas assez, ouais. Et donc, Ça préconise c'est combien? les 5 secondes, modalités? 5 secondes? Oui, c'est 5 ça, les secondes, 5 modalités. secondes, C'est 6 ça. cycles par minute, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ce que j'avais retenu, ouais. 5 5 secondes secondes d'inspiration, d'inspiration, 5 secondes En deux, d'expiration. en 2 2 à 3 minutes. minutes? 2 2 minutes. minutes. Ouais. Ouais. Et 12 ouais, cycles, 12 cycles de suite. Ouais, non, mais. cohérence cardiaque, tout est dans le texte, Anthony. Là, c'est pour toi, ça. Hein. Et abdominal, si possible. Ouais. En détente. Eh, me faites pas tout ça avec les épaules là, comme ça. Je vois les patients. Tu connais, hein. T'énerve pas. Il les connaît T'énerve pas, tous. Pierrot, Ouais. t'énerve pas. Et juste pour revenir au sport, donc quel danger il pourrait y avoir de faire trop de sport au niveau du cœur? Et pour les gens qui font beaucoup de sport, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller justement en termes de sensations, peut-être une fatigue prolongée? Est-ce qu'il y a justement des petits repères comme ça? Peut-être à parler aussi de l'alimentation, de bien combler les besoins énergétiques. Est-ce que sans rentrer trop dans le détail, parce que tu n'es pas nutritionniste et j'imagine que toi tu es vraiment focalisé sur ça, mais qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller justement pour les gens qui ont un gros volume et qui veulent faire attention et protéger leur cœur? Est-ce que déjà il faut faire attention ou pas? D'accord. Déjà, pour l'excès de sport et les points négatifs, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est l'arythmie, c'est le truc qui est décrit. Sinon, c'est quasiment que du positif, quoi. Mais c'est vrai qu'à gros volume, il peut y avoir de l'arythmie. C'est les patients qui font beaucoup de sport et qui. C'est quoi la question? Si les patients qui font beaucoup de sport qui Ouais, veulent se protéger? si on fait beaucoup de sport, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des choses à Des faire symptômes? pour, Ah. ouais, non, peut-être pas des symptômes, mais tu sais, dans son quotidien, on se dit peut-être que je suis un peu plus à risque parce que j'ai des volumes de plus de 10, 15 heures d'entraînement. Est-ce que voilà, après, ça va être des choses classiques, j'imagine, le sommeil, bien manger. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres Déjà, choses? déjà, au niveau cardiaque, les deux paramètres qu'on peut regarder, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la variation de fréquence cardiaque, la VFC. Dans le temps, Mm. si on voit si on la prend bien sûr, et qu'on voit qu'il y a une cassure, on peut s'alerter. Peut-être qu'il y a surentraînement, peut-être qu'on a on s'est mal reposé. Voilà, ça il faut être vigilant. Il y a aussi la récupération post-effort qui est un marqueur assez important et assez intéressant. C'est-à-dire que faites un effort à intensité élevée et vous regardez en combien de temps vous récupérez. Entre guillemets, vous prenez la fréquence au max à 1 minute, à 2 minutes, et vous voyez par minute, pardon, combien vous perdez en battement cardiaque, en fréquence. Un signe de bonne santé cardiovasculaire, c'est en perdre plus de 20 par minute. Enfin, à la première minute. Plus de 20. Si on en perd entre 12 et 20, c'est zone grise, on sait pas trop, et moins de 12, c'est-à-dire que si on passe de 180 max à 170 en 1 minute, c'est plutôt mauvais signe ça. Plutôt signe de surentraînement, de fatigue de l'organisme. Ça, faut être vigilant là-dessus. Après, le sommeil. Le sommeil, chez les gens, on va dire tout venant, pas forcément sportifs de très haute intensité, c'est entre 7 et 9 heures par nuit. On va dire 8 heures. Chez le sportif d'endurance, c'est 1 heure de plus par nuit. Il faut dormir entre 8 et 10 heures. Ça, c'est important à respecter. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile, selon le mode de vie de chacun, mais théoriquement, c'est ce qui est recommandé. Et on parlait alimentation, et évidemment, tout à l'heure on parlait du REDES, là on en revient. Si on dépense beaucoup, faut manger beaucoup et manger en qualité surtout. Faut manger. Après, je suis pas expert comme vous dites, mais faut manger des macronutriments, enfin lipides, glucides, les protéines et les micronutriments aussi.
Il y a beaucoup de carences en magnésium. Voilà, c'est pas trop mon domaine, mais il faut quand même savoir être vigilant là-dessus, manger équilibré, manger de tout. Et les Et glucides, c'est ce que les gens, malheureusement, ils sous-estiment leur rapport en glucides sur les sports d'endurance. hmm, Je pense que c'est peut-être ça la métrique qui est la moins, ouais. un peu sous-cotée. Ouais, les glucides, il y a de plus en plus de théories maintenant qui vont vers le haut niveau de glucides, quoi. Qui vont vers le très haut niveau de glucides par heure dans l'entraînement. Ça vient du vélo, tout ça. Ça vient Ça, du c'est l'intra. cyclisme. Ça, tu parles de l'intra et pas de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, Tu parles de l'intra-entraînement sur je la parle de haute. C'est je parle de la performance. l'alimentation, hein. Voilà, là je parle, ah oui, je parle sur l'entraînement. Ouais, il y a D'accord. il y a un dogme du glucide de plus en plus important et en dehors dans la vie de tous les jours, voilà, il faut équilibrer ses apports et ses dépenses en calories. Après les montres essayent d'estimer un petit peu la calorie dépensée à l'effort, tout ça. Mais voilà, ce qui est important, c'est bien les couvrir parce que, comme on a vu tout à l'heure, des déficits relatifs prolongés, ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment graves, hein. Vraiment graves sur l'organisme. Mais la balance, hein, qui est quand même un bon facteur Mm, de stabilité sur le poids. Un sportif mm, d'endurance qui perd du poids alors qu'il ne le souhaite pas, c'est pas ouais, forcément un bon marqueur. ouais, c'est vrai, Et c'est puis vrai. on est tous uniques aussi, donc il faut rappeler aussi, on sort plein de règles, on est sûrement dans une mode du glucide, Mm, du 80-20 en zone 2. Enfin, il faut mm, aussi bien se sentir dans son entraînement, dans son mm. alimentation, comment on dort, faites-vous confiance, Dans la euh, tête, voilà, dans dans la la tête, tête, ouais, bien il y a sûr. un nombre de personnes qui explosent sur les courses parce qu'ils se sont mis trop de pression, parce que, en fait, des fois, même chez nous qui sommes amateurs, il y a une espèce de pression qu'on se met tout seul avec la performance, les glucides, avec les électrolytes, ce qu'il faut doser alors qu'on est amateur, et on en oublie le plaisir de courir dans les montagnes, quoi. Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup de fragilité mentale, je trouve, chez les sportifs Mmh. Faire actuellement attention, avec. bien s'écouter, hein, Ouais, de toute façon. S'écouter ouais, surtout à ouais. la sensation. Ben, je pense qu'on a été Hmm, bien complet. Est-ce que vous avez peut-être une hmm. dernière question, les gars? Je sais que Vincent il a toujours une dernière question, mais Ouais, moi il en a plusieurs. j'aurais bien parlé de la tension, tu sais, Ouais, ouais, ouais. l'impact que ça peut avoir sur l'épuisement du cœur, un petit peu tout ça. D'accord. Bon, l'attention déjà, pour que les gens comprennent, c'est au repos, une pression artérielle avec l'appareil à plus de 140, le premier chiffre, la systolique, ou 90, le deuxième chiffre. Ça, c'est la normale. À savoir que lors de l'activité physique, elle monte, elle monte haut, parfois très haut selon les sports. Je crois qu'il y a des haltérophiles qui vont à plus de 300, hein. Donc c'est énorme. Mais on sait mal la mesurer à l'effort. Il y a des définitions qui ont essayé d'être données pour qualifier l'hypertension artérielle d'effort, à combien on monte en tension euh, pour que ce soit entre guillemets pathologique et dangereux. Comme on sait mal la mesurer, c'était quand même des données pas très fiables et pas très diffusées, mais ce serait 210 chez l'homme et 190 chez la femme. Ça, c'est lors du sport. Après, la tension dans la vie de tous les jours, au repos, au quotidien, ça a des effets qui peuvent être graves sur le cœur. Déjà, ça le fait forcer plus. Les vaisseaux sont, on va dire, sous contrainte. Ils sont sous forte pression, donc le cœur force plus pour éjecter, ça épaissit les parois et ça risque par la suite d'insuffisance cardiaque. Donc la tension, c'est important à équilibrer au quotidien. Pour ça, il faut éviter de manger trop salé, par exemple. L'activité physique, ça diminue aussi le risque d'hypertension. Donc à ce niveau-là, attention, voilà, c'est quelque chose à surveiller, à contrôler. C'est surtout un facteur de risque d'AVC. Ça augmente par 7 le risque d'AVC. Donc après le lien entre l'hypertension et une baisse de performance, ça pour le coup je l'ai pas. Je sais pas si c'est vraiment corrélé. Mais il y a des sportifs chez qui on interdit le sport en compétition parce que leur tension n'est pas équilibrée. Parce qu'elle peut monter trop haut et engendrer des problèmes. Le plus grave en fait c'est la l'AVC hémorragique. C'est un vaisseau qui est trop sous contrainte qui explose. Ça c'est un des risques majeurs de l'infarctus, de l'hypertension, l'AVC. Tu parles, il y a 140 ou 90. S'il y a Ouais, un seul des deux chiffres qui est plus l'un des élevé, deux. l'un des L'un des deux. deux. Ok. Si c'est que le premier chiffre, c'est une hypertension qu'on appelle systolique. Si c'est le deuxième, c'est que diastolique, mais dans les deux cas, faut traiter. Mm. Parce qu'à long terme, c'est mauvais pour les vaisseaux. Mm. Et l'intérêt d'avoir un appareil de mesure à la maison, euh, pour toi, intéressant ou pas, et la fréquence de prise de mesure pour en contrôle. Ça, pareil, c'est une discussion que j'ai tous les jours avec les patients. Moi, je pense que dans chaque foyer, chaque famille devrait avoir un appareil. Ça peut être utile pour plein de raisons, pas seulement pour l'hypertension. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes en famille, mamie fait un malaise. Ça peut être utile de lui prendre l'attention, voir si elle est basse, voir si c'est autre chose. Ça peut toujours être pratique. C'est pas remboursé, il faut l'acheter.
mais ça dure dans le temps. Je pense dans un foyer, c'est toujours utile. Des fois, on appelle le SAMU, puis ils demandent si vous avez l'appareil, prenez l'attention. Ça peut être pratique. Après, pour se dépister soi-même de l'hypertension, Brachial, hein, on est d'accord. Parce que ceux qui euh, sont au poignet, les- c'est pas ouf. je suis pas expert en matériel médical, mais ils ont quand même été validés ils ont quand même été validés dans leur efficacité. Donc, moi, j'ai des patients qui ont au niveau du poignet, au niveau radial, pardon. Et ça, pour le coup, je leur dis pas de le changer. Je dis, bah, écoutez, j'ai Oui, pas de oui. retour vraiment sur le matériel, mais pour moi, c'est en Bon. vente, c'est validé par les autorités, donc prenez avec. Et après, ce qui est recommandé, et ça, c'est très important, c'est de prendre l'attention pas tous les jours, pas n'importe comment, parce qu'au final, les gens deviennent un peu esclaves de leur appareil, focalisés. Faut faire des périodes. Pendant 3 jours, c'est ce qui est recommandé par l'agence de l'hypertension. C'était pendant 3 jours, 3 le matin, 3 le soir. 3 prises le matin, 3 le soir. On marque sur un papier, on marque tous les chiffres. Et ça, pendant 3 jours. Ça fera en tout 18 mesures. 3 le matin, 3 le soir, ça fait 6 par jour sur 3 jours. 18 mesures. On le marque sur un papier et on fait la moyenne des 18 mesures. Si on arrive au chiffre que je vous ai dit là, 140-90, vaut mieux l'amener au médecin traitant qui met un médicament. Plus ou moins, vous envoyez voir un cardiologue pour un bilan plus approfondi. Mais c'est le principe de l'automesure tensionnelle qui se fait au repos, c'est-à-dire le matin au calme, avant de faire de l'activité, avant de manger de préférence, au lever Avant le du lit. café. Exactement. C'est ce qu'on dit aux patients. Avant le café, on se lève, on se met au bord du lit, ça prend 5 minutes. C'est-à-dire que c'est comme la cohérence cardiaque, hein. Ça dure 5 minutes, voire même moins du coup. Une mesure, entre la deuxième, une de repos, une minute, toujours une mesure à nouveau, encore une minute de repos, et une troisième mesure, ça dure 5 minutes, le matin et le soir au repos, et le soir, idem avant de se coucher. Et toujours le même bras ou je peux changer de bras? Si je vois Tu que peux- j'ai de l'hypertension d'un côté, est-ce que je peux regarder de l'autre Hmm. côté? C'est quoi ton avis? Théoriquement, si l'organisme est bien foutu, ce sera la même de chaque côté. Une tension artérielle différente d'un bras à l'autre, ça peut être signe d'un problème d'artère, une sténose, une artère rétrécie d'un côté. Donc, vous pouvez vous amuser à prendre de l'un et l'autre, ça devrait être la même. Si c'est pas la même, faut aller voir un médecin vasculaire, je pense, un médecin qui fait des Dopplers pour voir s'il n'y a pas un petit bouchon, entre guillemets. Hmm. J'ai juste une dernière question, parce que c'est vrai qu'elle va être longue, hein, je suis désolé. En fait, on avait prévu, pour être transparent avec les auditeurs, de faire un deuxième podcast sur peut-être après les infarctus, justement, que faire. C'est qu'on n'aura peut-être pas le temps de le faire, on va arriver à l'heure, on va libérer Anthony. Mais qu'est-ce que tu pourrais du coup conseiller? D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un podcast plus détaillé sur ça, dites-nous en commentaire. Mais justement, là, c'est vrai qu'on parle de personnes qui n'ont pas eu de problème. On en a parlé pendant plus d'1h30. Là, maintenant, pour des personnes qui ont eu des problèmes et qui ont peut-être été opérées, d'autres posé des stents, des choses comme ça, c'est quoi ton discours par rapport à l'activité physique? Quel type d'activité on leur conseille? Pareil, plutôt de la basse intensité. Est-ce que le fractionné, c'est à enlever? Est-ce qu'il y a un seuil à respecter? J'imagine que bien sûr, il faut se faire encadrer avant toute chose. Mais qu'est-ce que tu pourrais un petit peu conseiller à nos auditeurs? Parce que c'est vrai que des fois, on a des cardiologues qui peuvent être un peu ancienne génération et peut-être dire, ben non, stop, pas de sport. Peut-être pour certains, je sais pas. Toi, c'est quoi ton discours par rapport à ça? D'accord. Bon, déjà, ça va être difficile de faire court, donc je vais résumer la situation pour faire Bien très sûr. court, justement. Infarctus, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une artère qui se bouche, qui donne une nécrose du cœur, mais elle peut être énorme, cette nécrose, irréversible, elle peut être réversible. Il y a beaucoup de cas particuliers. Donc, infarctus, en gros, c'est pas un niveau de gravité égal. Il y a infarctus grave et pas grave, donc ça va dépendre. Déjà, à la phase initiale, le cœur, comment dire, il a besoin de cicatriser. Donc, sur une durée plus ou moins prolongée, parfois jusqu'à 6 mois, voire même 1 an, selon les examens qu'on va faire, pas de sport. Pas de sport au-delà du SV1. C'est-à-dire que les patientes vont rester à un niveau en dessous de l'essoufflement. Parce que au-dessus du SV1, ce qui rentre en jeu, c'est tout ce qui est hormones, système nerveux adrénergique, et ça va favoriser les arythmies sur un cœur qui est déjà malade. Donc les premiers mois, ça va dépendre du type d'infarctus, de l'ampleur des dégâts, mais déjà, pas d'activité physique qui essouffle. On peut toujours marcher tranquillement, pas de soucis, faire de l'activité, mais très modéré. Après, chez ces gens-là, on les envoie, et la plupart acceptent, même si certains sont un peu récalcitrants, en réadaptation cardiaque, en centre spécialisé, où là, ils verront à l'entrée un médecin qui leur fera faire un test à l'effort pour évaluer un peu le profil
de leur fréquence à l'effort, tout ça. Et il va définir des zones à respecter, avec un score un peu compliqué, il y a un tableur pour tout ça, avec des zones à faire respecter. Et là, c'est le kiné, du coup, qui va faire travailler le patient dans les zones de rééducation. Mais ça va imposer avant ça un bilan qui montre que le cœur peut à nouveau faire l'effort via un test à l'effort. Et je peux pas faire, Non, c'est déjà très bien. ouais, il faut être généraliste parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers dans les infarctus. Et ton avis par rapport au traitement, notamment, c'est vrai que c'est des traitements parfois qui sont à vie, qui peuvent être parfois lourds, entraîner Mhm. des soucis, notamment au niveau digestif, voire même d'autres problèmes. Est-ce que pareil, c'est du cas par cas? Comment on fait? On est conseillé par qui? Par son généraliste, plutôt par un cardiologue? Tu vois, comment ça se passe? Tu parles de l'infarctus toujours ou en général la Ouais, cardiologie? non, plutôt de la cardiologie, l'infarctus. Enfin, c'est vrai Ah que ouais. l'infarctus, je pense, c'est le plus courant, donc Mhm. c'est celui-là qu'on peut Mhm. utiliser en exemple. Excusez-moi Mais de vous couper, mais l'infarctus, c'est une crise cardiaque du coup? En termes, oui, on peut dire ça comme ça. C'est le terme un peu général, c'est la crise cardiaque. Crise cardiaque, ça veut, pour les patients, tout et rien dire. Ils ont une douleur, ils s'accélèrent, tout est un peu crise cardiaque pour certains patients. L'infarctus, ouais, c'est la crise cardiaque. Après, crise cardiaque, c'est aussi, pardon, c'est aussi l'arrêt cardiaque pour certains. Patient qui a fait un arrêt. Ça, c'est aussi la crise cardiaque. Donc, mais globalement, infarctus, arrêt cardiaque, ils mettent ça dans le même sac. Ok. Donc, voilà, on peut dire ça. bien. Après, Ah, pour les médicaments, pour te répondre, ouais, juste pour vas-y, remettre tu du veux, contexte, moi ouais. je prends l'exemple en fait de mon papa qui a fait un infarctus. Il fait du sport maintenant. Enfin, il a toujours été un peu sportif, mais je pense qu'il avait eu une vie beaucoup trop travaillée. Et donc je pense qu'il a payé un jour ou l'autre avec le stress, etc. Et en fait là, tu vois, il est dans une situation où au final, il a pas forcément de cholestérol, mais j'ai l'impression qu'il y a un protocole donné par le médecin. Et en fait, le médecin lui dit, ben moi c'est le protocole et je suis le protocole, tu vois. Donc est-ce que ça, comment tu vois pour une personne qui se sent bien, qui fait du sport, qui a pas de problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? On continue à suivre ce processus-là. Après, j'imagine que tu vas me dire oui, mais où est-ce qu'on se dit, ben, au final, il y a quand même des fois mal au ventre, il y a quand même des fois des petits soucis, mal à la tête, tu vois, Hmm. des petits Je facteurs comprends, limitants qui ouais. peuvent être dus à ces traitements sur le long terme. Du coup, Hmm. ça serait quoi ton discours? Je vais mettre un peu de Hmm. contexte, désolé, Ouais. c'est dur, hein. Ah, mais c'est intéressant. Déjà, il faut comprendre que l'infarctus, il y a avant et après. C'est une maladie grave, une artère du cœur s'est bouchée. Il y a quelques décennies, on en mourait facilement et très rapidement. Il n'y avait pas de traitement. Donc, faut pas quand même banaliser l'infarctus. Donc, malheureusement, c'est une maladie qui est grave. Certains patients, maintenant qu'on guérit très vite, ils banalisent un peu l'infarctus. Parce qu'en 2 heures, on les a débouchés, ils ont plus mal, tout va mieux. Mais ça reste très grave. Et surtout, si on traite ces patients-là, c'est parce qu'il y a un énorme risque de récidive. Un infarctus, c'est une plaque de cholestérol dans une artère qui s'est brisée et qui a fait un bouchon. Donc le cœur n'a pas été irrigué en oxygène et sur une partie, il est même mort. Il a nécrosé, il a fané comme une plante, entre guillemets. Le problème, c'est qu'en fait, cette artère avait une plaque, mais il y a d'autres artères qui en ont aussi. Et ça peut recommencer. Ils sont très à risque, ces gens-là. Donc on donne des médicaments qui sont notamment l'aspirine en sachet, souvent, qui a l'effet indésirable de faire des brûlures d'estomac, avec lequel on donne souvent un traitement qui protège du coup l'estomac. On donne des médicaments qui ralentissent le cœur, les bêta-bloquants, et ça peut être très gênant pour les sportifs d'endurance. Ça baisse la fréquence cardiaque max, et comme on a dit tout à l'heure, elle est importante pour aller plus haut dans l'effort. On donne des médicaments qui font aussi saigner, parfois, et des médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol et également pour faire en sorte que les plaques dans les artères ne rompent plus, qui peuvent donner des douleurs musculaires. Tout ça pour dire que en médecine, comme souvent, c'est le rapport entre le bénéfice et le risque. Et pour éviter un risque de récidive, on donne des médicaments qui malheureusement parfois ont des effets indésirables. Et c'est entre guillemets le prix à payer pour une Pour maladie être en très vie. grave. Ouais, exactement. Mais des fois on adapte. Par exemple, chez les sportifs, on essaye parfois d'éviter les bêta-bloquants au profit d'autres thérapeutiques parce qu'on sait que ça va les gêner sur l'activité physique. Pareil pour les patients hypertendus, il y a plein de classes thérapeutiques. J'ai vu là tout récemment un patient hypertendu de très haut niveau qui voulait faire du sport, qui met des molécules adaptées à son activité physique. À savoir que les molécules dans l'hypertension, soit elles ralentissent le cœur, soit elles agissent au niveau du rein. Donc dans l'ultra, avoir un rein qui est un peu en difficulté, c'est pas non plus terrible vu comment il travaille. Donc c'est toujours pareil, trouver le meilleur équilibre, mais chaque traitement de toute façon a un avantage et malheureusement il a un inconvénient. Donc pour ton papa, malheureusement, oui, je peux pas lui dire d'arrêter ses Ah médicaments. non, bien sûr, je sais bien. Mais par contre, on Bah, peut trouver des fois des médicaments mieux tolérés que d'autres. On a quand même la chance d'avoir des médicaments extrêmement variés, avec un grand panel.
et on peut faire des tentatives. Mais certains, par contre, sont obligatoires, on peut pas y couper, quoi. Ouais, bien Sous sûr. réserve d'un risque énorme de récidive qui peut être mortel et C'est le prix à voilà. payer. Tu Ouais. l'as bien résumé. Mm. Ben, Ouais, merci, vas-y. juste Oui, un, vas-y. un petit truc pour replacer le contexte, c'est que quand même un mort sur trois à l'heure actuelle est dû aux maladies cardiovasculaires. Ouais. Donc tu as une Ouais. place super importante Ouais. en termes de traitement, mais aussi Mm. ce que tu viens faire ici, nous partager Ouais. ton savoir, ton savoir-faire sur Ouais. 1000%. Ouais. Et quasiment un adulte sur deux est en surpoids. Donc on a tous un message à passer au niveau de l'activité sportive parce que les maladies cardiaques, elles viennent pas de nulle part. Il y a des facteurs de risque. Et voilà, le tabac, le surpoids, l'hypertension, le cholestérol, le diabète, la sédentarité, voilà, Est-ce qu'on c'est connaît des, est-ce qu'on c'est connaît des à peu près les messages. fourchettes de pourcentage en plus de risque de développer une pathologie cardiovasculaire si on fume, si on boit? Est-ce que c'est des chiffres qui sont connus ou c'est pour se Pour rendre compte? voilà, en gros, avoir un cœur en bonne santé, c'est surtout protéger en amont. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est les facteurs de risque. Le plus important, ou un des plus importants, c'est le tabac. Il y a toujours en France 75 000 morts du tabac par an. Et ça augmente l'infarctus, je crois, par 5, l'AVC par 3, dans ces ordres-là, hein. C'est énorme, qu'ils soient actifs ou passifs, hein, les deux sont très dangereux. Il y a l'hypertension, dont on a parlé, surtout un risque d'AVC, hein, x7. Et l'obésité, c'est vraiment une cata, hein. Surpoids, obésité, c'est vraiment les chiffres, les courbes, elles s'envolent. Il y a 45% des adultes qui sont en surpoids, donc qui ont au moins un IMC à plus de 25. Ça donne, je crois, 25 millions de personnes en France, un chiffre dans ces eaux-là. Et ça entraîne le diabète, ça entraîne l'hypertension et ça entraîne des cardiologues un peu débordés parfois parce qu'il y a beaucoup de demandes. Parce que forcément, ils vont voir le médecin traitant, ils ont de la tension, du diabète, ils veulent nous voir. Et ça donne des délais. Mm, Donc voilà, on a tous un rôle là-dedans, quoi. bien sûr. Faites attention à vous, Ah, prenez soin de votre santé. Oui, ouais. Pierrot? Et ma question de la fin, pour moi, c'est l'impact des graisses saturées, donc tu vois, de la viande rouge, Hum, et du sel en excès dans l'alimentation sur les maladies cardiovasculaires. ouais. Euh, Quel est l'impact selon toi? Déjà, le sel, il a un fort effet hypertenseur. C'est-à-dire qu'il y a un excès de sel dans les vaisseaux, donc le corps, pour maintenir un taux de sel en concentration qui est stable, il va garder l'eau, des vaisseaux donc sous pression. Voilà, c'est vraiment un aliment à mettre de côté si on est hypertendu. C'est Et le si, premier. et si on est hypotendu Ah oui, bah oui, là si on est hypotendu, il vaut mieux manger salé, quoi. Ok. Voilà. Mais voilà, la plupart des cas, c'est comme l'hypertension. Ça ressemble à quoi un hypotendu là? C'est, L'hypotension, c'est comme pour ce qui est de la fréquence cardiaque. Si elle est basse et bien tolérée, c'est pas un problème. C'est-à-dire que s'il a 9 de tension, mais quand il se lève, il n'y a pas de vertige, c'est pas un souci. Il est fait comme ça. Par contre, si un hypotendu se lève, tête qui tourne, vertige, pour qu'il se rassoie, là, c'est un problème. Et autant pour l'hypertension, on a plein de médicaments, plein de traitements qui la font baisser, autant pour l'hypotension, il n'y a pas 10 000 solutions, quoi. C'est lever décomposé, parfois bas de contention aussi pour maintenir un retour veineux suffisant, manger bien salé, bien équilibré. Mais oui, l'hypotension, ça existe aussi, c'est un problème pour beaucoup de patients qui ont des vertiges, du mal à se lever rapidement. Et, Voilà. Et et, pour et- ce qui est des graisses, ouais. effectivement, les graisses saturées, les graisses animales, les produits laitiers, c'est à risque, ça augmente le taux de cholestérol qui se dépose dans les artères. Et ça, pareil, ça augmente le risque d'infarctus, je vais pas dire de bêtises, mais pareil, des ordres de grandeur de 4 ou 5, hein. Donc les graisses, voilà, privilégier les insaturées, oméga 3, oméga 6, donc tout ce qui est huile d'olive, voilà, je suis pas diète, hein, mais tous les aliments du régime méditerranéen, du coup. Euh, les gens qui sont intéressés peuvent aller voir ce que c'est, pour ceux qui savent pas, mais c'est voilà, c'est les régimes, la salade, les bonnes huiles, les noix, et éviter Vous les avez graisses tous les animales. podcasts voilà. Mm. allez-y sur Ouais. 1000% Et oui, là. oui, Ouais, oui. On va pas demander à 1000%. Anthony de nous faire un épisode sur Mm, la diète mm, méditerranéenne. mm. Vous avez des Vous avez dizaines tout. d'heures de podcasts. Avec le docteur Yoni et le docteur Mouton, on en a déjà discuté de tout ça. Mm. Ça y est, de quoi Voilà. faire. Ouais, Ben, accrochez-vous. merci beaucoup, Anthony. Est-ce que tu as un Bah, mot de la fin pour nos auditeurs? Peut-être si tu devais donner un dernier conseil ou Je juste. conseille à D'ailleurs, 1000%. on mettra tous tes liens, hein, d'ailleurs, tous tes mm, réseaux, ça sera en bas en mm, description. Et n'hésitez pas à mettre toujours, on l'a dit, un petit cœur, ça donne beaucoup de mm. force. Bien, Anthony, je te laisse finir. Moi, pour faire très court, je dirais que le meilleur moyen de pas me voir, de pas voir un médecin,
c'est de voilà, bien bouger, bien manger la bonne basket, bonne assiette. Je pense que c'est un des meilleurs conseils. Après, bien sûr, il y a tout ce qui peut se passer, voilà. Mais déjà, si vous bougez, si vous mangez bien, vous allez éloigner un grand nombre de problèmes. Donc voilà, pour faire court, j'ai que ça à dire, je pense. C'est le plus important. C'est le message clé, je pense, en population générale. À tout âge. Sport à tout âge, essoufflement, et bien manger, adapté. Adapté aux Bah, dépenses. Voilà. bah écoute, t'étais parfait, Anthony, je pense, pour ton premier Mm, podcast. Merci mm, beaucoup. On a pris beaucoup de plaisir à mm, être là. Enfin, moi, je parle pour les garçons, mais je pense que eux mm, aussi ont apprécié, non, les gars? C'est régalé, t'étais à Carrément. 1000%, Anthony. Oui, t'es validé, Toujours c'est à bon, t'as le 1000. tampon. Ah ouais. Merci. Merci à vous Et surtout de laisser du temps, bah, avec C'était bien, non? plaisir. parce que c'est des sujets qui peuvent pas être abordés sur des réels de 1 minute ou autre. C'est des sujets importants. Donc, merci à vous pour vos questions Ah, pertinentes et, surtout. et tu voulais le document, tu voulais qu'on passe le document des cardiologues, les Ah oui, bah, 10. je vous enverrai Ah, on le mettra. Hein. On le mettra comité ça en cardiologue lien. du sport a créé 10 règles d'or à respecter. Après, c'est des règles un peu généraux, hein. Pas de sport si fièvre, pas de sport si Hmm. canicule. Enfin voilà, mais je pense Ah, que c'est important à... c'est vrai que ça, c'est important. On n'en a pas parlé, excuse-moi, dernière question. Et ça, Ah bah voilà. C'était Fabrice aussi qui en parlait. Il nous disait que s'il y avait une infection, il fallait pas courir parce qu'on avait Ouais, derrière des risques d'avoir ouais. un problème cardiaque. Je comptais en parler si on me propose Ben, d'en parler, parce que c'est ben hyper nickel. important. Et Ouais, même ouais. des amis médecins récemment à qui j'en ai parlé, qui ont eu de la fièvre et 2 jours après ils couraient, je leur ai dit, mais t'es au courant que c'est à risque? En fait, quand on a fait une infection ou alors un vaccin, ça marche pour les vaccins, il y a une réaction immunitaire. Vous savez, des fois on fait un vaccin, on a mal aux muscles. Ça vous est déjà arrivé, je pense, d'avoir des courbatures après un Courbature. vaccin. Ouais. On a mal aux muscles. Le cœur est un muscle, ce qui veut dire que la réaction inflammatoire peut toucher le muscle. Et un muscle qui est inflammé, il est à risque de faire de l'arythmie. Donc, dans les 8 jours qui suivent une infection ou un vaccin, pas de sport intense. Ou alors c'est limité au SV1 à nouveau, quoi. On en revient toujours au même point. Le SV1, c'est une zone un peu de sûreté. Parce qu'il Ouais. y a un risque Zone 2. Mm. d'atteinte du cœur qu'on appelle la myocardite et qui peut entraîner des arythmies, palpitations ou plus grave, l'arrêt cardiaque. Ben, lui, c'est ce qu'il Donc, disait, hein, justement. Il disait, en fait, hmm, si c'était au-dessus des épaules, donc juste le nez qui coule, un peu mal à la gorge, on pouvait faire du sport. Et qu'au contraire, c'était en dessous, plutôt les bronches et une fièvre. Mais là, à ce moment-là, de carrément pas faire de sport du tout. Donc, je sais pas si toi, t'es d'accord avec ça. Oula, ça hoche la tête. Là. hmm, Aïe, aïe, aïe. Allez, disons que allez. Prends parti, non, Anthony. non, je suis d'accord pour les rhumes. S'il y a un rhume, on peut Oui, y aller. Mais après, la hauteur de l'infection présage pas de sa gravité. On peut avoir un gros bien sûr. abcès dentaire, machin, très inflammatoire. Bon, Oui, lui, en fait, ce qu'il disait, c'était oui, plus un oui. rhume, tu vois, un rhume qui va Voilà, juste oui. être le nez qui coule, la Oui, gorge, hein. si c'est une rhinite, parce que Hmm. rhinite, elle n'est pas toujours en plus dû à un virus, ça peut être allergique. Bon, si c'est un rhume, on peut y aller. Voilà, de toute façon, la perf sera pas la perf du siècle, quoi qu'il en soit, je pense. On peut y aller. Mais faut pas, voilà, je pense, résumer trop la localisation à la Hmm. gravité. C'est Ok. plus la réaction inflammatoire qui est importante. Si on est très inflammé, c'est-à-dire courbatures, fièvre, frissons, drapeau rouge, hein. Là, c'est peut-être que par chance ou à rien, mais s'il y a un malheur, c'est dommage pour une semaine de repos, quoi. Oui. Et après, derrière, on imagine que c'est combien de temps? 6 mois, non? 6 mois, 1 an? Myocardite, Ouais, il me c'est comme semble que c'est ça. l'infarctus, c'est-à-dire qu'il y aura des réévaluations, notamment par IRM, et s'il y a des grosses cicatrices, ça peut être pas de reprise avant longtemps, voire même des fois pas de reprise à À haute jamais. intensité, hein. Ouais, donc Ça, Bah, c'était s'il y a c'était des, la ne grosse faites pas info quand n'importe même, quoi. là. ouais, Ouais. s'il y a des grosses séquelles au niveau du myocarde, de cicatrices, il y a des risques rythmiques importants à haute intensité. Et ça, pour le coup, une cicatrice, c'est une cicatrice, ça partira pas. Donc, non, méfiance avec les infections. Ouais. Ouais, donc tous ceux qui ont leur entraînement, qui veulent pas le couper malgré la maladie, faut calmer l'intensité et revenir sur des trucs très Ouais, raisonnables, quoi. après un vaccin, après une 8 jours infection, calmos. voilà, après une réaction inflammatoire, je pense que il vaut mieux durer dans le temps que C'est Hmm. sûr. faire une bonne semaine d'entraînement, je pense. Après, c'est un risque qui est relativement assez faible, c'est-à-dire que virus plus sport égale pas arrêt cardiaque, hein. Hmm. Mais c'est possible. On Et, s'expose. et si, même si le risque est de quelques pourcents, voilà, si ça tombe sur nous, c'est la vie qui change. Donc je pense qu'il faut pas se précipiter là-dessus et temporisation, repos. Et est-ce que je peux quand même faire 1 heure et demie de zone 2 Hmm. après m'être fait vacciner? Moi je dirais non, je dirais repos. Euh, Bah surtout le jour même, quoi. Ok, Je- 2 jours Ouais. après, je peux aller faire mon 1 heure et demie. Je gratte, hein, Anthony, mais. Parce que je Non, vois le Repos, patient. repos. Là, il fait une tête Ouais. de Ah, repos, là. Il fait... Et est-ce qu'on peut aller à la salle faire un peu de renfo ou est-ce que le renfo c'est pareil?
c'est pareil. Tous, en fait, ce qui va stimuler le cœur. En fait, si le cœur monte dans les tours en fréquence, c'est qu'il travaille plus. Et un cœur qui travaille plus, qui est inflammé, ça peut mal se passer. Ça peut dérailler. Donc, Ok. tout ce qui monte en fréquence, après, il faut voir à la zone 2 à combien tu montes. Si au repos, t'es à 60, que tu vas faire un effort à 100, allez, je dis pourquoi pas, mais faut pas aller trop jouer dans les tours, quoi. Ok. Bah, si C'est tu mon dis ça, c'est que avis, si tu dis ça, c'est c'est mon que tu as avis eu des perso. retours aussi Très de méfiant, patients qui Anthony, sont sur venus. ça. Hein. Ça te plaît pas, ça, toi, les myocardites, t'es. Bah, myocardite, pour le coup, j'ai vu des patients très jeunes. Parce que la cardiologie, c'est quand même un domaine du sujet âgé, quand même. Infarctus, c'est souvent des gens qui avaient des Ouais. facteurs de risque. Voilà. Les myocardites, pour le coup, ça peut toucher 16 ans, 14 ans, et être fatal. Donc, c'est vraiment des choses qui marquent plus les esprits que l'infarctus d'un Hmm. monsieur de 80 ans qui a eu une vie d'excès. Donc, la myocardite, c'est quand même très, très marquant. Donc oui, je suis assez méfiant là-dessus. Et je me dis qu'une semaine dans une vie, Pas c'est grand-chose. pas, voilà, c'est pas grand-chose. En plus, la plupart des gens qui vont nous écouter, pardon, seront sportifs amateurs, je pense. Qui certes sont en club d'athlétisme ou de triathlon, mais ça va pas changer leur carrière. Voilà, donc pas prendre de risque, je pense, que c'est le meilleur conseil à À, donner. à 1000%. À 1000%, ouais. Ben, merci beaucoup. 1000% d'intensité, mais 0% de risque. Nickel. Ben, merci beaucoup, Anthony. En tout cas, Bah, on merci s'est à vous. régalé. Toujours pareil. Merci les gars. Merci à Anthony. Et on ira peut-être faire du vélo un jour à l'occasion. Hein. Je sais que des fois tu viens dans le coin, donc n'hésite pas si on Eh pourra se bah faire écoute, un petit trail ou un peu de vélo. C'est écoute-moi, avec on pourra faire plaisir. le col de l'Espigoulière. L'Espigoulier, Allez, comment on dit? l'Espigoulier. Ben, L'Espigoulier, avec qui est très plaisir. joli, ouais. Ouais, Au avec plaisir. plaisir. C'est dans le coin, c'est avec plaisir. J'ai fait, ouais. Je Ah, connais il est pas mal, celui-ci. hein? Le Il est seul que pas je connais, mal. très joli, magnifique. Ouais, parfait. Ben, Magnifique. on ira se faire ça Allez, alors. je te Merci tiens au courant. beaucoup. Allez, N'hésitez Ciao bonne pas à tout le mettre journée. monde. un petit like, un petit Merci à tous ceux commentaire. qui nous écoutent. Bonne journée. Ouais, merci à vous. Et Et dites, merci pour votre boulot, hein. Ciao, ouais, ciao. merci à Merci toi surtout. Anthony, merci à toi. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Ciao.